je suis Didier Barbet, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui, entrepreneur en série, pour vous donner 2-3 mots sur mon parcours, et autodidacte à l'origine, c'est-à-dire que j'ai démarré seul, contre tous d'ailleurs, avec une petite SARL à mes 16 ans qui s'est officialisée en réalité à mes 18 ans, puisque c'était un peu compliqué d'entreprendre à l'époque, c'est-à-dire que pendant quelques années j'ai fait du black. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire que j'avais des machines à café, je réapprovisionnais le café en graines et je récupérais l'espèce et je rachetais mes matières premières et je réapprovisionnais 3 jusqu'à 25 machines dans les années 97-98. Quand, à mes 18 ans, j'obtiens la majorité, j'ai voulu tout de suite avoir le baccalauréat et mon entreprise. C'était mes 2 objectifs, vous avez certainement les vôtres. Moi, les miens, c'était cela. Et quand j'ai voulu officialiser mon activité, j'ai commencé par ramener des boîtes de Nesquik pleines de monnaie, de pièces de monnaie que j'avais récupérées dans les différentes machines que j'avais positionnées dans les commerces de proximité à côté de chez moi. Et évidemment, la banque m'a refusé, de m'ouvrir un compte, 2, de récupérer mon argent, pour 2 raisons. La première, parce que l'entreprise n'était pas créée, concrètement. Et deuxième raison, parce que je n'étais pas crédible, légitime à leurs yeux. Jeune, pas de diplôme, aucun, un bac à peine. Et très très peu d'expérience, Quick, Leroy Merlin, vous connaissez peut-être pour certains. C'était la seule alternative à mon époque, à ma génération, on n'est pas très vieux, mais bon, l'alternative quand vous deviez aller chercher de l'argent et vous financer, il fallait trouver un job un peu à la noix et absolument pas exploiter ses talents et ses compétences et se retrouver à faire des hamburgers, nettoyer des salles ou que sais-je. J'ai fait aussi un peu de manœuvre, j'ai cassé les salles de bain, j'ai fait du bâtiment. Une vraie frustration finalement parce que je suis sûr, certain, que chacun d'entre vous, au fond de vous, vous avez des passions, des compétences, des talents que vous voulez, que vous pouvez, que vous exploitez au quotidien, que vous monétisez pas forcément et qui vous permettraient, qui peuvent vous permettre ou qui vous permettent déjà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en conférence, de subvenir à vos besoins du quotidien. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Cette entreprise a été vendue à pas très cher, à mon frère et ma mère. Mon frère a 11 ans de plus que moi, ils l'ont fait vivre 8 ans derrière moi, et on est dans les années 2000. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, parce que tout va très vite, on parlait d'ailleurs tout à l'heure de l'histoire de Xavier Niel, le parcours entrepreneurial de Xavier Niel, qui est quand même assez particulier, puisqu'on est chez lui, saluons-le. Je rentre dans une start-up. Alors la start-up à l'époque, c'était récupérer dans le journal du Parisien, le journal de l'emploi du Parisien, une annonce qui disait « Venez commercialiser la machine à remonter le temps ». Donc, saint d'esprit que je suis, j'ai évidemment sauté sur l'annonce. Ça m'intéressait. Enfin, la machine à remonter le temps était sortie. Et je me suis retrouvé à faire un entretien commercial, finalement, pour commercialiser une solution de télésauvegarde de données informatiques par Internet, par la DSL, le haut débit. Alors tout ça pour vous dire quoi? C'est que de ma première expérience de pseudo-entrepreneur où j'avais finalement de l'argent qui rentrait, il fallait que je l'officialisais, j'ai eu des difficultés à créer la boîte, à déposer les statuts et à devenir un véritable chef d'entreprise. J'ai eu d'ailleurs rencontré la première difficulté qui était le besoin en fonds de roulement. Je me suis confronté ensuite à rentrer salarié dans une boîte en étant jeune commercial, 20 ans, en n'ayant rien comme bagage, et à vendre une solution hyper technologique puisque c'était du cryptage à la volée, de la compression avec des normes très compliquées. Et de cette expérience, finalement, j'ai appris un business model, j'ai appris des méthodes, j'ai appris la rigueur, l'exigence, l'intransigeance, finalement, du business au quotidien, quand vous voulez développer une entreprise, commercialiser, trouver vos clients, croître rapidement, créer de la valeur et la vendre. Mais je n'étais que simple salarié. Jeune commercial, 3e européen, premier en France au bout d'un an, je me retrouve à évoluer au poste de directeur d'agence à 21 ans. Et là, à piloter des commerciaux. Ça a duré 2 ans. 2e année, on fait de très très bons résultats. Et j'évolue assez vite, toujours, en une entreprise un peu à l'américaine, comme directeur régional. Donc là, je pilotais plusieurs agences commerciales. On fait de très très beaux chiffres. Et on découvre ce qu'un actionnaire nord-américain peut avoir comme conséquence dans une entreprise européenne. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec beaucoup d'argent, mais décident donc de rentabiliser leur investissement, puisque c'était pour ça, donc croissance externe, beaucoup de moyens pour l'entreprise, mais rentabilité de l'investissement. On n'attaquait plus la chasse, qui coûte beaucoup d'argent, mais l'élevage de nos clients. Donc toute la force de vente a finalement été mise plus ou moins à l'écart. Et de cet échec, ça m'a permis de rebondir sur la création d'une entreprise. De cet échec, parce que finalement, même en étant un des meilleurs managers,
tous les managers de France ont été mis sur le bord de la touche et se sont réunis, rassemblés pour créer une entreprise qui a été créée dans la visiosurveillance en temps réel, j'ai vu qu'il y avait des caméras ici, et dans la sécurité informatique. En 18 mois, on a créé 1500 clients, un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a cédé nos participations sociales contre des actions cotées en bourse au marché libre, par la boîte qui nous rachetait. On est en 2006, 2005-2006. L'action fait x35, très précisément. Je vends tout parce que je commençais à avoir peur. C'est un peu le casino, c'est-à-dire que du jour au lendemain, 15 000 euros se transforment en 250 000 euros, grosso modo. Et, enfin, je ne donne pas des chiffres précis, mais c'est un peu l'état d'esprit. Et l'idée, c'est qu'à un moment, vous pouvez soit conserver vos actions, soit les vendre. Et ce que j'ai fait assez rapidement, c'est les vendre. On s'est retrouvé en 2007-2008 avec la crise, qui fait que cette entreprise pourtant florissante, belle technologie, puisqu'il s'agissait d'empreintes digitales, donc de l'accès par empreinte digitale, qui rachète une boîte de sécurité et de visiosurveillance, s'écroule finalement 2012-2013, donc il y a très récemment, 600 salariés se sont retrouvés sur le carreau. Bon, moi j'avais vendu ma boîte, j'ai été réembauché, j'ai fait un retour rapide d'1 an de salarié par mon ancienne boîte, par le nouveau PDG de mon ancienne boîte, qui me demande de remonter le service commercial que les actionnaires avaient démonté gentiment. Je le remonte pendant 1 an, on fait 300% de croissance. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie, j'ai gagné entre 10 et 15 000 euros par mois. Donc là, cool, 25 ou 26 ans, je ne sais plus, à peu près. Donc beaucoup d'argent. J'avais déjà vendu une société avant, donc du coup, beaucoup plus d'argent que prévu. Et là se pose en moi un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je fais? Bon, 1, je me suis formé à l'ESSEC. 2, j'ai voyagé, j'ai repris des cours d'anglais, j'ai fait un peu de théâtre. Et puis la question se posait, voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai recréé une société en réalité, toujours dans le même fonctionnement, ça s'appelait IPSOD, Internet Protocol Services on Demand. On avait créé en 2007 ce qui s'appelle aujourd'hui concrètement le cloud. On n'a pas inventé la poudre, quand on le regarde maintenant, en quelques années ça s'est transformé à une vitesse extraordinaire. Alors le cloud en 2007 c'était un serveur NEC qu'on achetait pas cher, qu'on installait chez nos clients, et on installait une galette où on virtualisait tous les systèmes de services et de sécurité de nos clients. Accès aux données, les data, serveurs de data, serveurs de mobilité, visiosurveillance, antivirus, firewall, etc. Grosse croissance, là j'ai donc de l'argent de côté, je remonte une société, en 8 mois on séduit un fonds d'investissement, on séduit des managers, l'entreprise tourne, elle fait des commandes au quotidien, etc. Et moi je décide de prendre un peu de hauteur et de me positionner sur ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement un business angel, mais je n'imaginais pas devenir un business angel, d'ailleurs je ne le suis pas devenu pour être très clair. J'ai recréé une boîte, vendue en 8 mois, et là cette nouvelle question se repose, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et cette fois-ci, je ne me suis pas relancé dans l'aventure à bras-le-corps et j'ai décidé de faire savoir mon savoir-faire au plus grand nombre. Sauf que je ne m'appelle pas Xavier Niel et que je crois qu'aucun d'entre vous ne me connaissait avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Il n'y a pas une petite main qui se lève quand même? Dans mon équipe, vous pourriez faire plaisir, s'il vous plaît. Donc voilà, je ne suis pas Xavier Niel, je ne suis pas un gros business angel, je n'ai pas la notoriété, je n'ai pas les compétences d'ailleurs, ne serait-ce qu'en finance, je suis un vrai business développeur, je suis un peu stratégique et marketing, mais ça s'arrête là, chacun ses compétences. Je suis invité par ESSEC Venture au 63e congrès de l'Ordre des experts comptables à témoigner sur scène devant 4000 experts. Et face à des entrepreneurs de renom cette fois-ci, Michel Moulin, alors celui-là on connaît peut-être un peu moins, mais il a fait le PSG. Il a fait des journaux gratuits, Easily Scott, millemerci.com, qui est une super success story française, et des mecs comme Alain Afflelou. On avait du Jean-Michel Aulas dans le public. Et mon rôle, c'était simplement de poser des questions à Afflelou. Alors, c'était des questions préparées, bien sûr, à l'avance. C'était, je sais plus d'ailleurs, enfin, ça passe pas. Si, le côté éponyme, d'ailleurs j'ai appelé ma boîte Didier Barbet propulseur d'affaires à cause de ça, j'ai changé très récemment. Et l'idée de cette réunion, c'est que surtout à la fin de cette réunion, Hervé Novelli est intervenu, secrétaire d'État au gouvernement numéro 1 de Nicolas Sarkozy, pour présenter la sortie de l'auto-entrepreneur. Tout le monde connaît l'auto-entrepreneur, par contre, c'est bon? L'auto-entrepreneur, c'est le régime de la micro-entreprise simplifié. Et comme j'ai fait un rappel historique de ce qui m'était arrivé en 98, je me suis dit l'auto-entrepreneur, ça serait quand même extraordinaire, parce que c'était simple, d'inscription, gratuit, 10 minutes, 10 questions, pas de complexité juridique, pas de complexité administrative au comptable. Donc j'avais supposé à l'époque qu'il y aurait un raz-de-marée de Françaises, de Français, d'étrangers qui souhaiteraient se lancer dans la création d'une micro-entreprise. Et j'ai créé un premier réseau social à l'époque, sous une plateforme Ning, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait 80 000 euros.com et qui permettait de rassembler, fédérer des auto-entrepreneurs
auxquels je voulais partager mon savoir-faire commercial et managérial et entrepreneurial, avec ma petite expérience de l'époque. Cette association s'est transformée, ce réseau social, après une rencontre, s'est transformé en association qui est devenue la Fédération des auto-entrepreneurs. J'en suis le cofondateur avec Grégoire Leclerc. J'en ai occupé la fonction de vice-président. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré un de mes associés, Stéphane, juste là, un geek comme vous, un vrai, c'est pour ça que je l'ai emmené d'ailleurs, qui puisse témoigner. Et de cette fédération, on a fait énormément de rencontres, on a vu énormément de gens comme vous, d'individus qui voulaient créer un emploi, qui voulaient créer une entreprise, qui voulaient créer une start-up et qui se retrouvaient confrontés à un certain nombre de difficultés. Donc voilà, j'ai quitté mon mandat de vice-président de la Fédération des auto-entrepreneurs après 4 ans de défense, d'accompagnement et de lobbying de ce régime pour continuer mes activités de promotion de l'entrepreneuriat, des entreprises et des entrepreneurs. On a créé en 2010 un concours de businessman qui s'appelle startupcontest.fr, qui a récompensé une 50aine de lauréats. Et on a lancé, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avant une première étape sur notre conférence, on a lancé un incubateur 100% en ligne et un programme d'accélération à la carte, ouvert au plus grand nombre, dans l'objectif d'accompagner, de partager les meilleures pratiques entrepreneuriales et d'accompagner tout type de création d'entreprise vers le succès. Donc la conférence va se faire de manière assez simple. On va d'abord parler de vous, en réalité, et je vais vous faire participer. Donc utilisez un bras, celui que vous voulez, le gauche ou le droit. Levez-le bien haut quand je vous pose une question. Et ensuite, on va enchaîner sur finalement un cas pratique. Ce que je veux savoir, finalement, c'est qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, et comment nous pouvons vous aider à transformer vos objectifs en réalité. OK? C'est bon pour tout le monde? Bon, désolé, hein, on a voulu faire quelques blagues, elles ne sont pas toutes réussies. Et vu que Stéphane n'est pas photogénique, on a pris une photo de son petit frère, voilà, qui est geek aussi. Alors, qui vous êtes? Je crois, est-ce que je me trompe? Moi, j'ai dit geek, c'est un peu une caricature, mais vous imaginez bien que de l'extérieur, l'école 42, pour nous, vous êtes l'élite de la France, au niveau code, au niveau technologique, puisque coder, c'est savoir parler, savoir écrire maintenant, et que des codeurs, il en manque. Et que des codeurs comme vous, à l'international, sont très recherchés. Donc on se pose une question, évidemment, vous avez forcément peut-être une partie d'entre vous beaucoup de compétences au niveau technique, donc vous êtes certainement cool geek, vous savez manipuler, et je crois qu'en plus cette école ne vous a pas demandé autre chose que d'être malin, agile, et d'agir avec dextérité sur le développement, sur l'apprentissage. Et puis je crois que vous êtes tous étudiants finalement, même si c'est un statut un peu particulier ici, mais vous avez un statut d'assimilé étudiant. Est-ce que parmi vous, est-ce que certains d'entre vous considèrent avoir un autre statut? Est-ce que vous avez un job à côté de salarié? No one? Si, un quand même. Sois pas honteux, vas-y. Je sais qu'il n'en reste pas beaucoup des salariés en France, mais vas-y, lève bien la main, qu'on te voit bien. Bon, il en reste un. Est-ce qu'il y a des stagiaires? Est-ce que vous êtes en stage par ailleurs ou dans une autre boîte? Non. Et est-ce que certains d'entre vous sont déjà entrepreneurs? C'est marrant, il y a plus d'entrepreneurs que de salariés ici. Bon, il y en a 3, c'est ça? Ok. Et dans les 3 entrepreneurs, start-up ou auto-entrepreneur? 2, 3. Ok. Des projets de création de start-up, on va revenir tout à l'heure dessus, mais je pose tout de suite la question. Est-ce que certains d'entre vous, on se connaît, non? Non, c'est pas déjà vu? 3, 4, ok, quelques-uns. Bon voilà, donc il faut savoir qui on est déjà pour bien l'entreprendre, parce que notre situation finalement, souvent quand on crée une entreprise, il y a une partie qui se gère avec un fiscaliste, qui est la situation patrimoniale du dirigeant. Parce que le statut, le choix du statut de l'entreprise, de la forme juridique de l'entreprise, va déterminer votre rémunération et votre protection sociale. Même s'il n'y a pas grand-chose. Alors, que savez-vous faire aujourd'hui ? On a voulu mettre pêle-mêle un certain nombre de compétences parce que, clairement, ce qu'on vous demande finalement, c'est pas de savoir lire ou écrire. Enfin, savoir coder, c'est savoir lire ou écrire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous pouvez faire du web design, de l'UX, du PHP, du MySQL, j'ai appris des mots par cœur. Du basique, c'est ça. Donc voilà, un certain nombre de compléments. Vous pouvez savoir exploiter un CMS, savoir développer, faire de l'infographie, du design, faire du référencement, SEO, SEM, etc., etc. Donc vous avez différentes compétences que vous allez certainement améliorer au contact de cette école. Et puis il y a des compétences, il y a du savoir-faire que vous pouvez vous proposer à des clients, à des entreprises, des entrepreneurs, des particuliers, B2C, B2B, et qui peuvent se commercialiser, se vendre. Reste à savoir à quel prix. Et si vous pouvez et vous voulez le faire.
Donc différentes compétences, sachez que pour des gens comme moi, c'est-à-dire 95% de la population, il n'y a pas un mot, même si c'est écrit en anglais, qui ressemble à un mot de français. On comprend, mais on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'est pas intéressant pour une PME, une TPE, pour une belle boîte, une grande boîte, pour un mec. On va reparler tout à l'heure rapidement de Xavier Niel, mais Xavier Niel, vous savez comment il a démarré, j'imagine. Vous avez tous lu son Wikipédia? Non? Levez pas la main, ceux qui ne l'ont pas fait, je crois que c'est filmé, c'est pas le moment. Mais il a démarré très simple, il a eu une commande, il a pris son billet, puis une deuxième commande, deuxième billet, opportunité, et ensuite on avance. Donc, savoir qui on est, c'est important, savoir ce que l'on veut faire aussi, créer une auto-entreprise ou une start-up, ça n'a rien à voir dans la démarche, et savoir aussi, dans tout ce panel de choses, j'imagine que, qui sait faire au moins une chose? Lève la main. Allez-y, allez-y. Au moins 5 sur... Tu sais pas faire, toi, là-bas? Toi, tu vas perdre ton boulot, mec. Au moins 5. Gardez bien la main. Hein. Et au moins 10. Voilà. On réduit petit à petit, etc. Bon, c'est pas évident de les compter, etc. Mais c'est important de savoir sur quel axe. Et peut-être qu'il ne faut vendre que... Je vais vous parler un peu technique, mais par exemple, que de l'administration système. Réorganiser les serveurs, mutualiser les données sur un seul serveur. Quand on a une entreprise qui a 5 pôles à l'étranger, souvent on a créé, parce qu'on n'avait pas de connexion Internet très haut débit, donc on a créé un réseau local, on a créé de l'Ethernet ou je ne sais quoi, on a créé un serveur, des postes clients, puis après on a eu les postes mobiles, et ensuite on a eu plusieurs sites, enfin une vraie galère. Donc reconstituer une stratégie de développement de l'administration du système et de la gestion des flux par exemple, ou de passer tout en cloud, ça, c'est une compétence que vous pouvez apporter à une entreprise pour ceux qui maîtrisent ce domaine d'application-là. Donc voilà, c'est important de savoir ce que vous savez faire parce qu'il ne faut pas savoir tout faire. On s'en fout. Même si vous savez tout faire, vous faites certainement à manger chez vous le soir, c'est pas pour autant que demain vous allez donner des cours de cuisine. Quelle est votre spécialité, votre expertise? Et c'est pareil dans une très très belle boîte, une très grosse boîte. Regardez Twitter et sa page d'accueil. Twitter ne fait que du Twitter. Et quand ils sortent un nouveau produit, Vine, ils sortent un autre site. Donc de la lisibilité. Alors la question maintenant, c'est que vous voulez vous faire demain. Alors j'ai arrangé ma présentation habituelle pour qu'elle corresponde plus ou moins à votre profil. Mais la vraie posture de l'entrepreneur, c'est savoir, j'aurais pu mettre un tout autre document. Un entrepreneur, ça doit faire de l'administratif. Ne serait-ce que récupérer les courriers, les ranger dans un classeur, traiter les courriers par ordre de priorité. De la comptabilité, savoir saisir des recettes, des dépenses, faire des déclarations de TVA, faire du social quand vous recrutez, du fiscal quand vous devez optimiser. Il faut faire du marketing, du web marketing maintenant, parce que le marketing, quand vous avez des gens de 60 ans, 70 ans, qui étaient des directeurs opérationnels en marketing de très belles boîtes, se retrouvent aujourd'hui presque sans capacité de trouver un job parce que les business maintenant sont digitaux. Donc web marketing, du commerce, de la vente directe, de la vente indirecte, du juridique. Il y a tout un tas de domaines où il faut exceller quand on entreprend. Comme on est loin d'être tous courageux, brillants et téméraires pour savoir tout ce qu'il faut savoir quand on crée une entreprise, en général, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait déléguer. Sauf celui qui est seul et seul. Et celui-là, il a intérêt à choisir la bonne structure pour bien apprendre à monter l'escalier, les différentes marches. Et là, l'auto-entrepreneur, encore une fois, est adapté suivant la nature de votre projet. Alors, et c'est pareil, hein, enfin, je pense que quand on regarde un peu où il faut faire un prototype, il faut ensuite faire une étude de marché, il faut lancer une bêta, il faut fixer les bugs, il faut réceptionner, faire du feedback avec les clients, etc. Même développer une application nécessite faire du feedback, c'est du marketing, c'est de la relation client. Parce qu'il ne suffit pas de poser la question, il faut l'outil pour le faire, il faut la façon de le faire, puis il faut agréger les données, les traiter, créer les rétroplanning qui vont bien, etc. Donc il y a un vrai boulot derrière, il y a une vraie démarche. Donc que voulez-vous faire demain finalement? Est-ce que parmi vous, maintenant on va pas parler de ce que vous êtes aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez faire demain et pourquoi vous assistez finalement à cette réunion, enfin cette conférence, c'est qui aujourd'hui veut créer un revenu? Je ne parle pas de créer une start-up, mais de créer un revenu pour payer le loyer, les sorties, mettre un peu de capital de côté, etc. pour vivre au quotidien, qui aujourd'hui a l'intention de se lancer, ou voudrait, ou pourrait se lancer en auto-entrepreneur pour gagner de l'argent. Bien haut, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de compter.
C'est beau, largement plus la moitié, presque la totalité, 80%. Bien. On va traiter ce sujet, je crois, en priorité. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que certains d'entre vous ont un projet de start-up, ont démarré un business plan, ont démarré un brief, cahier des charges, pareil encore là-bas. Je suis curieux de savoir ce que c'est comme projet. 2, 3. Web, full web pour tout le monde. C'est une application mobile. Non? Je sais plus qui a levé la main des deux là. Les deux? Vous avez levé les deux? Non? T'as pas de projet toi? C'est quoi? Pas dans les détails. Top secret. Alors, attention au top secret, on va en parler tout à l'heure du top secret. Toi, c'est quoi? Toi, pardon? Ok. Et toi? Ok. Bon. Depuis vraiment que je m'intéresse aux autres en réalité, parce que c'est ça le changement de ma carrière, au départ c'était tout pour ma gueule, je prenais beaucoup d'argent et puis j'avais une belle carrière et ça se passait très bien, et puis le jour où j'ai voulu m'intéresser aux autres, il y a eu beaucoup moins d'argent d'ailleurs depuis. Mais bon, on prend beaucoup de plaisir. L'idée c'est vrai qu'on a rencontré, enfin je pensais pas finalement qu'on était capable encore d'innover. J'étais un peu dans l'idée où le progrès était arrivé un peu à un état de saturation. L'innovation, les produits que vous pouvez traiter, pensez toujours, même s'il y a des produits dressing, le dressing, on a toujours l'impression que que c'est quelque chose de commun, mais ça dépend de la façon, dont vous allez l'articuler au niveau marketing, et 2, la façon dont vous allez vous mettre en œuvre, en marche, pour créer cette entreprise. Alors, voilà. Maintenant, il y a cette vraie question, du changement de statut. Comment on peut arriver avoir de belles chaussures cirées, mais être installé un peu n'importe comment, et pourtant être un des mecs les plus puissants aujourd'hui en France. Et comment on passe finalement de cet étudiant qui se faisait 5-10 000 francs d'argent de poche sur quelques projets à 5 ou je ne sais pas combien de valorisation ça fait, 5 ou 10 milliards de valorisation, et je décide de créer une école gratuite pour tous. Hein, c'est un peu extraordinaire. Comment on change de statut? Comment on passe du statut d'étudiant à celui d'entrepreneur, et à commencer par celui d'auto-entrepreneur? Et là, encore une fois, je voudrais mettre une petite alerte et puis à la fois vous encourager à réfléchir sur un point principal. Entreprendre, je vous l'ai dit, c'est être multitâche, c'est être à 200% dans son business, c'est transpirer, dormir moins, c'est se stresser pour vous, soit ses salariés, ses collaborateurs, ses associés, ses clients. C'est une pression du quotidien et c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie aussi, mais quand on est étudiant, on a un peu la vie cool, certains sont un peu stressés, font de leurs études quasiment une activité professionnelle, sont déjà très intensifs sur leur capacité de travail, mais passer de l'étudiant à l'auto-entrepreneur, c'est déjà un changement de posture et d'attitude. Et passer de l'auto-entrepreneur à la création d'une start-up, c'est encore autre chose. Donc là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà un planning, je crois, assez chargé aujourd'hui. Ouais, okay. J'avais cru comprendre. On a des taupes chez vous, il faut le savoir. Donc c'est assez chargé. 2, vous avez un peu une obligation de résultat parce que bon, c'est bien de mettre sur le CV j'ai suivi les cours de l'école 42. Le mieux quand même, c'est d'en sortir vainqueur. Le temps que vous allez passer sur vos études ne doit pas malheureusement prendre du temps sur ce qui doit vous permettre de vivre. Et pour la plupart d'entre vous, ce qui doit vous permettre de vivre, c'est de créer votre activité professionnelle, qui sera certainement la genèse de votre entreprise de demain. Donc il faut absolument se poser des règles strictes et une organisation sans faille, même quand on se lance en auto-entrepreneur. Quand vous êtes à 60 heures, 70 heures, 80 heures par semaine déjà occupé, c'est pas impossible de créer une boîte, c'est pas impossible de créer une activité, il faut absolument savoir cliver les deux. Il faut aussi savoir que lancer une boîte, ça ne suffit pas. Il n'y a aucun client qui viendra frapper à votre porte. Il n'y a aucun produit qui se vend tout seul. Il n'y a aucune success story sans intensité, dans le combat, dans la volonté et dans la détermination. Donc quelqu'un comme vous, qui êtes 60 heures, 80 heures, omnibulé par vos travaux, vous devez trouver du temps concret où vous allez faire de la suspicion de clients potentiels, de la prospection pour trouver des rendez-vous, ensuite de l'argumentation, donc il faut du temps pour construire ces ventes, et la deuxième étape, c'est la production et la facturation, avec des process en place, pour éviter d'avoir à faire du recouvrement, etc. Donc entreprendre, même en auto-entreprise, ne s'improvise pas. Et de l'auto-entrepreneur à la start-up, là on rentre dans d'autres
complexité, c'est-à-dire qu'il faut des statuts, il faut un expert comptable, parfois un commissaire aux comptes, parfois du capital. Certains d'entre vous auront la volonté de lever des fonds. Il va falloir faire du marketing, il va falloir solliciter, alors c'est pour ça que je reviens sur le j'en parle pas, il va falloir solliciter son entourage pour avoir des retours, il va falloir solliciter la concurrence pour avoir des retours, pour solliciter des éléments concrets qui vont modifier l'aspect de votre business et son efficacité. Donc voilà, donc beaucoup d'attitudes à avoir, à connaître, de compétences à maîtriser, de réseaux à obtenir, à travailler, à entretenir. Et quand on n'a pas d'argent, il faut beaucoup d'idées, beaucoup d'agilité, beaucoup de dextérité. Quand on a de l'argent, il vaut mieux savoir où et comment l'investir, avec qui. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en France, pour changer de statut, il y a encore un long chemin à faire. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous entendez sur l'entrepreneuriat, alors je ne sais pas si pour vous l'entrepreneuriat en France est quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif. Positif, on lève la main? Vis-à-vis de quoi? La question est large volontairement, mais est-ce que, par exemple, la vision que les gens ont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, est-ce que c'est positif pour vous? Non, plus ou moins non. Est-ce que vous pensez que la France est une terre d'entrepreneurs par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport au reste du monde? Bon. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur d'après vous? Non? T'es tout seul là, fais gaffe. Et est-ce que, pour vous, nous sommes tous, la question est pas pareille, est-ce que nous sommes tous entrepreneurs? Est-ce que nous sommes tous offreurs et demandeurs de services? Alors, je sais pas, toi tu tournes la tête et là j'entends oui. Qui a dit oui? On va faire un duel là, l'équipe 21 là. 30 secondes chacun. Allez, on y va. C'est qui? C'était toi qui a tourné la tête? Non, derrière toi. T'as de la chance, tu viens d'être sauvé par le gong. Ton prénom c'est? Tiens, on va prendre les micros, on va répartir les micros tout de suite. Astandro. Donc toi, t'es contre et toi, t'es pour. On commence par le contre? Allez, 30 secondes. Explique-nous pourquoi t'es contre. Enfin, contre ce que je viens de dire. Est-ce que d'après toi, nous sommes tous entrepreneurs, offreurs et demandeurs de services? Ah, il faut l'allumer, par contre, le micro. Tu dois avoir un bouton en dessous. Allô, Voilà. super. Donc non, je pense pas qu'on peut tous être entrepreneurs dans le sens où il y a des qualités quand même qui sont requises et il y a une mentalité à avoir. Ok. Grosso modo. Et elles s'apprennent ou pas? Ah oui, je pense que ça peut s'apprendre. Oui. Ok. Je crois qu'il a appuyé. Vas-y, essaye. Il y a un bouton rouge. Il faut chanter. Hein? Voilà, nickel. En fait, j'ai répondu non tout à l'heure quand vous disiez est-ce que vous pensez qu'on peut tous être entrepreneurs, parce que je pense que un peu comme manager, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens à qui manque un truc et qui vont pas forcément arriver à être de bons entrepreneurs. En revanche, je pense qu'on est de facto entrepreneurs parce que de toute façon, on est tous investisseurs de son temps, puisqu'on doit choisir forcément. Même si on veut être salarié, à quelle entreprise on va se consacrer. Donc, et on est de toute façon, on gère de toute façon sa propre carrière, on gère de toute façon tous les aspects de sa vie. Allez, t'as dépassé les 30 secondes, c'est bon. Alors, on va lever tous la main là bien haut et vous penchez de ce côté-là si vous pensez que on ne peut pas tous devenir entrepreneurs, et de l'autre côté si vous pensez qu'on peut tous devenir entrepreneurs. Allez-y. Ouais, je pense à droite. Ouais, il y a une hésitation là-bas. Prends jamais la mer, c'est dangereux d'avoir des hésitations en mer. Ok, donc majoritairement vous pensez qu'on peut le devenir. Moi je pense aussi, je suis convaincu que nous sommes tous, intrinsèquement au fond de nous, entrepreneurs. Nous sommes tous en réalité, j'ai reformulé un peu tôt tout à l'heure, mais offreurs et demandeurs de services. Et tu as raison, je te rejoins. Quand tu es finalement avec un contrat de travail, le contrat c'est comme si tu avais signé avec un client sur une durée limitée ou pas, pour une mission particulière avec un montant particulier. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, ce que l'économie, ce que la société vous propose et vous invite, on n'est pas vraiment très éloigné en âge, donc on a à peu près des mêmes générations, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas en mesure de créer votre propre emploi, ça va être de plus en plus difficile de créer une entreprise, de survivre dans cet écosystème. Il y a quelques chiffres intéressants à savoir. Est-ce que saviez-vous qu'il n'y a que 10% des contrats qui sont à durée indéterminée en France, sur la globalité des gens qui travaillent? Vous le saviez ou pas?
Incroyable. On court tous après un CDI, puis finalement, il n'y en a pas beaucoup des CDI à proposer. Est-ce que vous saviez, tout à l'heure, vous m'avez répondu non, 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 la France n'est pas une terre d'entrepreneurs. Le mot entrepreneur est français, ça je vous la refais pas, vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui en France, et depuis 2009, 22% des entreprises créées en Europe le sont dans notre pays? On crée 550 000 entrepreneurs par an, qui créent 550 000 entreprises et qui créent de l'emploi derrière. Oui. On s'en fout, il y en a 63 000 par trimestre. Donc, tu en crées 550 000, tu en as 63 000 qui tombent. Ça fait de toute façon, le solde sera toujours positif et on est devant les autres. Donc oui, il y en a qui se ramassent, il y en a même qui se pendent, hein, d'autres qui se jettent sous le train, tu vois. On coupera ça. Non, on peut pas, tant pis. Donc, changer de statut pour arriver en haut, y a du boulot, c'est clair, un peu de chance aussi. Et à la fois, vous l'êtes déjà entrepreneur. Vous l'êtes déjà parce que vous avez fait le choix stratégique de vous inscrire dans une école pour perfectionner ou apprendre des compétences et aller les vendre derrière. Maintenant, si vous voulez mon avis, il vaut mieux développer sa propre valeur, la proposer, la suggérer, se valoriser au prix que l'on estime être le plus juste, que d'attendre après un hypothétique boulot ou salaire. L'un ne se substitue pas à l'autre. On peut être et assimilé salarié d'un côté et entrepreneur de l'autre. Et il y a même une autre façon d'entreprendre, c'est une façon d'entreprendre en étant salarié. Le portage salarial. Vous connaissez le portage salarial? 1, 2. Portage salarial, c'est vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail avec une boîte de portage qui vous fait une fiche de paye et vous paye. Et il y a une troisième partie, c'est une entreprise qui, elle, a une mission à donner à une personne, mais ne veut pas la salarier, ne veut pas s'embêter avec la gestion du social et du fiscal et du risque. Donc, elle rétrocède la gestion administrative pour 5, 8, 10% à cette boîte de portage. On en a, par exemple, partenaires sur Entrepreneur Engine qui s'occupent de ça. On monte des équipes R&D en portage salarial pour le compte de gros clients. Donc, des façons d'entreprendre, il y en a des milliers. En réalité, nous sommes tous entrepreneurs. Vous avez tous créé quelque chose, où on vous a félicité de l'avoir fait ou pas d'ailleurs, avec succès ou pas. Et finalement, il ne manque pas grand-chose pour passer l'étape suivante. La première démarche pour devenir entrepreneur, c'est de venir à ma conférence. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez toutes les chances de réussir. Ah. Alors maintenant, la question un peu du pourquoi nous sommes là, c'est qui vous soutiendra? Alors je vais balayer assez vite, hein, parce que l'objectif c'est pas de dormir sur la concurrence ou critiquer simplement la concurrence, mais moi qui suis entrepreneur, finalement, vous l'avez compris, à 18 ans, enfin à 16 ans, je me suis jeté à l'eau, je savais même pas que j'étais entrepreneur, hein. J'avais déjà créé ma boîte, on m'a donné des machines, je les ai posées, j'ai remis du café dedans et j'ai récupéré l'espèce. Bon. C'est filmé, je peux le dire, il y a prescription maintenant, mais j'étais déjà entrepreneur avant d'avoir créé ma boîte finalement, on est bien d'accord, ça s'appelle du black. Bon, à partir de là... tout le monde peut le devenir. Maintenant, qui vous soutiendra? J'ai été taper à une porte d'une organisation, donc je vais le taire le nom, parce que je vais travailler pour eux dans peu de temps. On va les aider, d'ailleurs, à améliorer un peu leur process et leur notoriété, mais l'idée, c'est qu'en tapant à des portes des organismes un peu institutionnels, quand je suis arrivé avec mes 16-18 ans, quand vous arriverez avec vos 20, 25 ou 30 ans, et que vous n'avez pas encore monté la boîte du siècle, ou vous n'avez pas les 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros sur compte en banque qui vont bien, il y a peu de chances en fait, qu'on vous accueille les bras ouverts. Alors il y a plein de choses qui peuvent vous accueillir, il y a les chambres de commerce, vous pouvez payer un petit stage de 4-5 jours, vous pouvez aller dans des associations, il y a des réseaux comme le réseau Entreprendre, très très bon, sauf que le réseau Entreprendre ne s'intéresse pas aux auto-entrepreneurs, et là 80% d'entre vous veulent déjà démarrer par l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il n'y a rien, hein. Enfin, faut être concret, ou peu de choses, très peu de choses. Et si on regarde bien et qu'on traduit un peu les chiffres rapidement, il y a moins de places disponibles dans les incubateurs que de créateurs d'entreprises. Mais c'était déjà le cas il y a 10 ans. Alors maintenant qu'on a presque doublé le chiffre de la création d'entreprises depuis 2009, c'est encore pire. Même les organismes qui sont là pour collecter nos charges sociales sont complètement submergés par les créateurs d'entreprises. Pour les citer, la CIPAV d'ailleurs, avec qui les auto-entrepreneurs ont quelques problèmes en ce moment. Donc en réalité, vous êtes seul au monde, face à vos objectifs, vos contraintes et vos ambitions, et vous devez solliciter, et je le dis quand même, des conseillers, des externes, des experts comptables, trouver une association qui vous conviendra, créer le club d'entrepreneurs, je voyais que vous étiez tout à l'heure en pleine réunion de BDE, créer votre club d'entrepreneurs si ce n'est fait avec les poussins 42, le développer, vous entretenir, vous soutenir, pour vous donner l'opportunité justement de réussir collectivement. Réussite personnelle mais collective. Et si vous n'avez pas le projet innovant du siècle, ou que votre projet n'est pas qualifié comme étant innovant,
Pas d'accompagnement, pas de financement, pas de soutien. Ouvrir une boulangerie, vous avez peu ou pas de soutien, sauf à aller voir un expert comptable. Il n'y a guère qu'un expert comptable qui va vous donner les bons conseils parce qu'il a intérêt à ce que vous vous lanciez, parce que vous allez lui faire une petite lettre de mission derrière et le payer entre 200 et 500 euros par mois. Mais sorti de là, c'est compliqué. Et où il faut se souhaiter d'avoir la chance d'avoir à côté de chez soi l'organisme d'accompagnement de proximité qui correspond à vos besoins, à votre statut. Bon, voilà. Alors, certains sont pour les étudiants, d'autres pour les femmes, d'autres pour les retraités. Bon. Un peu compliqué, moi, je trouve. Un peu compliqué. Et puis, certains d'entre vous auront le même mauvais caractère que moi et pensent qu'ils peuvent tout réussir tout seuls. Et vous prendrez des bûches et des gadins, mais vous finirez peut-être par vous en sortir parce que tous ceux qui jettent à l'eau sans savoir nager, il y en a toujours 1, 2 ou 3 qui arrivent à l'autre bord de la rive quand même. Donc le choix de qui va me soutenir. Et effectivement, ton prénom c'est Mickaël, c'est pas facile quand même. Parfois on a la bonne idée, on pense avoir la bonne idée. Et à qui je peux en parler? Est-ce que je peux en parler là publiquement alors qu'il y a une caméra? C'est pas sûr. Mais est-ce que je peux en parler quand même à mon propre voisin, mes propres amis, ma famille, ma compagne ou mon compagnon, d'ailleurs c'est à la mode maintenant, et je sais pas qui, enfin bref, ou son entourage professionnel, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Donc on est parti de ce principe-là, c'est que 80% des entrepreneurs, 70 en réalité, enfin sur des chiffres un peu, mais 70-80% des entrepreneurs ne se font pas accompagner. Et effectivement, je parle trop, c'était trop long peut-être. 1, 2, merci. Et effectivement, voilà. On s'en fout. Effectivement, l'idée, c'est que si vous n'êtes pas... oui, ceux qui sont accompagnés ont 5 fois plus de chances de survivre à 5 ans que ceux qui ne le sont pas. Voilà, c'est un peu les stats. Donc, pour nous, l'accompagnement est indispensable. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, je dis qu'il est déterminant. Et je constate simplement que même les plus gros incubateurs, et je tairai les noms, qui depuis 10 ans reçoivent des subventions et des fonds publics, des millions d'euros, ont créé maximum 200 boîtes par an. Maximum, et encore 200 boîtes, c'est le fait extraordinaire. Donc 2000 boîtes en 10 ans, 2000 entreprises en 10 ans, 80 000 emplois en 10 ans. Oui, bon, on peut parler de filière numérique puisqu'on a fait un focus sur les projets innovants. Est-ce suffisant? Je pense que non. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure, mais on se remet une dernière couche de sensibilisation, un peu de dramatisation sur ma présentation. Il faut être gestionnaire, stratège, formateur, catalyseur, agent de changement, constructeur, opportuniste, promoteur, visionnaire, définir une idée, la structurer, la commercialiser, être un bon vendeur, un bon manager. Voilà ce qu'est un entrepreneur. Et encore, on remerciera Stéphane Jacquet pour sa belle présentation, très design, mais au moins très concrète. Il y a les objectifs immédiats, ceux pour manger, ceux pour nourrir, ceux pour payer, pour éviter le dépôt de bilan ou la casse financière. Et puis il y a l'axe dans le temps, c'est-à-dire la stratégie globale qui part de l'idée à une mise en place, une mise en exécution. Entreprendre, c'est compliqué, seul. Et vous pouvez y arriver, encore une fois. Hein. On apprend à marcher en tombant, on est bien d'accord. Voilà. Alors, je m'arrête là sur la posture de l'entrepreneur. On va passer sur une deuxième étape qui est de vous présenter Entrepreneur Engine. Est-ce que déjà vous avez des questions sur l'entrepreneuriat en général, ou l'entreprise, ou le statut d'entrepreneur, ou d'auto-entrepreneur? Alors sachez qu'on va vous mettre un guide à disposition sur le régime de l'auto-entrepreneur, pour que vous ayez des éléments concrets, voilà, à télécharger. Pour les autres régimes, pour ceux qui veulent monter une start-up, etc., le guide ne suffira pas, il faut être clair. Et c'est la suite qui va nous intéresser. Pas de questions? On y va? Voilà, on avance. Alors voilà, je suis, comme je vous l'ai dit, à une phase un peu particulière de ma vie professionnelle, puisqu'on a décidé d'élargir notre champ d'action et d'application, et de ne pas accompagner des entreprises, mais des entrepreneurs. Des entrepreneurs, puisque vous l'êtes tous, vous l'avez compris autour de cette table. Notre optique, avec mon associé et notre équipe, c'est de vous proposer, de vous accompagner du début de votre vie professionnelle jusqu'à votre mort. Peut-être après d'ailleurs. J'en suis à ma 6e boîte, je crois, 5e ou 6e, je ne sais même plus exactement. 6 et 4 succès, 2 encore actifs, une vendue pas terrible et encore une active. Aujourd'hui, voilà, qui l'eût cru quoi. Enfin, sincèrement, si vous demandez à mon entourage, mes parents, mes amis, mes professeurs de l'époque, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que je puisse créer une boîte qui vaut X millions d'euros ou développer ces activités-là. Donc certainement autour de vous, d'ailleurs, on ne soupçonne pas votre talent d'entrepreneur. Et souvent, on va vous décourager. Donc on ne veut pas accompagner des entreprises, on veut accompagner les entrepreneurs, les suivre et les accompagner de manière digitale tout au long de leur parcours professionnel.
On a décidé de mettre une triptyque en place au niveau du marketing et de ne faire que ça. C'est-à-dire que tout le reste, on ne le fait pas. Comme ça règle le problème. Notre premier métier, c'est de vous aider à créer une entreprise. Les formalités juridiques, quel que soit le statut juridique. Deuxième métier, c'est accélérer votre développement. L'entreprise est lancée, vous faites une conquête de clients, conquête de notoriété. On est capable de vous trouver les partenaires, les experts et d'agréger un plan de communication derrière. Et éviter les obstacles, finalement, ça c'est un peu le côté honteux de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui échoue, alors un entrepreneur qui réussit, souvent, il est seul un peu tout en haut de l'affiche. Puis un entrepreneur qui échoue, il est aussi tout seul. Et quand on se retrouve avec des problématiques de recouvrement, de facturation, de trésorerie, de prud'homo, de risque prud'homo, qu'on se retrouve au tribunal pour une connerie, une deuxième, une troisième, puis on enchaîne, on n'a pas le temps de gérer l'administratif, on essaie de faire... Bon, c'est une catastrophe. Ça peut aller très vite. Vous connaissez les 3D, évidemment? Non. Qui connaît les 3D de l'entrepreneur? Une idée? Non? Quoi? Décider? J'ai entendu défi, là. Déficit, pas mal, toi t'es dedans. Bouge pas. Quoi? Dette? Ouais, pas mal. Ouais. Décès? Non? Ah pardon, excuse-moi. Non, on est dans le trash là. Hein. On est dans le trash. Didier Barbès, c'est le trash. Dépôt de bilan, divorce, dépression. Voilà. Bon, après, il y a la dépendance aux stupéfiants aussi, pour ceux qui vraiment tombent très très bas. Et etc., etc. Donc vous êtes seul, on est seul face aux difficultés. Évidemment, les succès, on est encensé, mais il faut savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui a fait la réflexion, ouais, mais attends, c'est bien 550 000 boîtes, mais il y en a qui déposent de bilan tous les trimestres ou tous les ans, peu importe. Ouais, effectivement, on ne parle souvent que des succès, et la résistance à l'échec est une des premières qualités finalement, une des premières valeurs que doit avoir le chef d'entreprise, parce que même quand vous faites une vente, vous passez 100 coups de téléphone, vous avez 10 personnes au téléphone, vous prenez un rendez-vous, il vous faut 5 rendez-vous pour faire une vente, vous imaginez, ça fait 500 échecs avant d'avoir un succès. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc on accompagne des entrepreneurs jusqu'aux obstacles. En fait, on met en place un programme Early Warning avant que vous vous retrouviez au tribunal de commerce. C'est l'optique. Et alors peut-être qu'il faut une levée de fonds, peut-être qu'il faut se relancer, se remettre au travail, ne sélectionner qu'un produit, etc. Et là, on étudie les solutions avec vous et où on vous met en main avec des experts pour vous accompagner. La traduction n'est pas passée. Alors, Entrepreneur Engine est un incubateur en ligne, un incubateur 100% en ligne. Est un programme d'accélération 100% à la carte. Résolument digital, nous sommes sur le web, exclusivement sur le web. Vous vous inscrivez comme un simple formulaire que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Vous qualifiez votre profil d'entrepreneur, votre parcours d'entrepreneur. Vous qualifiez votre profil d'entreprise sur www.entrepreneur-engine.com et vous diffusez, si elle est prête, votre offre. Quand on a qualifié les 3 composantes entreprise, entrepreneur et l'offre de l'entreprise, il ne reste plus qu'une chose, finalement, c'est de répondre à vos besoins par un programme d'accélération à la carte. Et répondre à vos besoins quand vous en avez besoin. Parce que la plupart des incubateurs sont limités dans le temps. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et qu'est-ce qu'on fait avant et après? Donc là, on accompagne durablement. Alors, pour vous donner quelques mots-clés, tout se passe par des formulaires sur le web. On a une hotline, entre autres Skype, de gens qui vous rappellent pour requalifier vos besoins primaires, secondaires et tertiaires, bien analyser qu'est-ce que vous avez en tête et comment est-ce qu'on peut vous aider. Et évidemment, l'inscription pour les entrepreneurs est gratuite et elle est no limite. Pas de temps, de durée de temps. Nos experts, nos partenaires sont des entrepreneurs en France, à l'international, qui ont une spécificité, une compétence ou un produit ou un service qui peuvent et qui intéressent les entrepreneurs. On crée un certain nombre d'événements tout au long de l'année sur lesquels on fait participer et les porteurs de projets, et les experts, et les partenaires. Et vous allez avoir la démonstration dans quelques instants. Prépare-toi, Laurie. Et évidemment, le suivi digital est effectué en ligne sur un dashboard. Donc vous avez la liste de vos questions, vos experts, voilà, qui vous permet d'avoir le vrai suivi tout au long de la vie et de l'entreprise, mais de vous, de votre carrière d'entrepreneur. Parce qu'une fois que vous avez arrêté celui-là, enfin ce projet, vous pouvez avoir une filiale à créer ou une autre boîte, etc. Donc vraiment 100% en ligne, incubateur, donc le même format, on s'occupe de l'expertise, du conseil et du financement, et programme d'accélération à la carte. Là, on répond à tous les autres besoins pour aller chasser, trouver des clients, ou faire un site web, ou vous équiper, voilà, que sais-je. Comment ça marche? Un processus simple. Vous rédigez donc votre demande de manière claire et concise. On vous rappelle pour
repréciser les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Et ensuite, on vous met en relation avec un partenaire, un ou plusieurs partenaires, un ou plusieurs experts. On vous suggère en fait une mise en relation. Nous, on s'arrête là, à la mise en relation, pour traiter votre besoin spécifique. On s'assure ensuite que vous avez été satisfait, que le partenaire a été satisfait, que le problème a été résolu et qu'on a avancé dans votre parcours du combattant, celui du développement de votre entreprise. Vous gagnez évidemment du temps dans vos démarches, mais vous économisez également de l'argent, puisque on a un peu le Bernard Tapie de l'entrepreneuriat, puisque l'objectif, quand on va voir un partenaire, c'est de négocier les conditions et de vous obtenir des coupons de réduction, 10, 20%, qu'on négocie en fait pour vous, en promettant peut-être potentiellement à nos partenaires de trouver X clients, puisque l'objectif, tout n'est pas gratuit non plus. Hein. Mais qui va vous faire une application mobile ou un site web ou du graphisme ou je ne sais quoi, va vous le commercialiser, mais moins cher, et vous aurez gagné du temps. Et vous aurez surtout résolu le problème sur lequel vous étiez confronté, qui peut être rédiger un contrat de travail ou je ne sais quoi. C'est vraiment sur tous les aspects techniques, commerciaux, administratifs, marketing, etc. Pour compléter, puisque Entrepreneur Engine est en capacité d'accueillir à peu près 10 000 entrepreneurs par an, on s'est engagé à accompagner 50 000 entreprises, création d'entreprises en 6 ans et la création de 200 000 emplois nets. On a également, et c'est de ce concours qui est né Entrepreneur Engine, on anime depuis 4 ans, 5 ans maintenant, 5e édition cette année, un concours de business plan dont l'inscription et la participation sont absolument gratuites, encore une fois. Vous soumettez votre business plan en ligne. Donc là, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble un business plan, vous avez le Canva. Puisqu'on utilise une plateforme qui est lue et vue par des business angels, donc c'est le Canva qu'il faut utiliser pour pouvoir supposer lever des fonds. Et il s'adresse à toutes les boîtes de 0 à 20 salariés, immatriculées après le 1er janvier 2009 si elles le sont. Et voilà, que vous soyez étudiant et porteur de projet, auto-entrepreneur, micro-entreprise, TPE, PME, à start-up et association, vous pouvez participer au concours. On a récompensé 50 lauréats depuis 2010. Donc de très très belles boîtes, un gamin qui a démarré à 13 ans, une boîte qui s'appelle Intelligence Artificielle, qui a développé une application qui permet de réduire de 63% les consommations électriques, et qui installe ça à 73 € hors taxe sur des postes de travail dans des boîtes qui ont 500 000 postes de travail. Alors imaginez économiser 63% de consommation électrique sur 1000 postes de travail, c'est pas cher. Fois 73, vous avez déjà une belle commande. Voilà. Et d'autres success stories que vous retrouverez évidemment sur Startup Contest. On est en train de vous préparer tout un tas de contenus pour vous montrer qui sont ces auto-entrepreneurs, ces étudiants, ces femmes, ces retraités, ces handicapés qui se sont lancés dans la création d'entreprises et qui réussissent, puisqu'ils ont été récompensés. Et vous donnez la chance de pouvoir être vu, lu et entendu si vous avez un projet très innovant ou pas encore public. Quand il le sera, ça sera l'occasion effectivement de le faire connaître. Voilà, je ne suis pas content, mais parce que nous créons des entrepreneurs aujourd'hui pour créer des entreprises et des emplois pour demain. Merci à vous. On va passer aux questions-réponses maintenant et une petite surprise entre les deux. À vous. C'est bon? Questions-réponses, vous en avez? Il y en a ou pas déjà tout de suite? Ok, on va la garder tout de suite. Je vais juste appeler Laurie maintenant sur scène. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Allez-y. Alors, je tenais à ce que Laurie soit présente pour 2 raisons. La première, parce que Laurie est partenaire du programme Entrepreneur Engine. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait dans quelques secondes. Et puis Laurie a aussi un parcours tout à fait particulier et évolue dans son aventure entrepreneuriale. Donc je vais te laisser 2 minutes pour pouvoir pitcher. Vous sachiez ce qu'est un pitch. En tout cas face publique, c'est pas évident comme exercice. Et ensuite, Laurie participera avec moi aux questions-réponses. Et j'espère que vous en aurez plein à nous poser. Voilà, bon courage. Bonsoir, bonjour, ouais, bonsoir, on va rester jusque-là. Merci pour le bon courage. Je pense que non, ça va, vous n'avez pas l'air de trop être parti pour me mordre, donc ça devrait aller. En gros, pour vous expliquer, donc moi je suis aujourd'hui graphiste freelance. J'ai commencé, je suis sortie de l'école fin 2008 et je ne trouvais pas de travail, si ce n'est, enfin en CDI justement, et si ce n'est en fait des propositions en tant que freelance. Et j'avais très peur de me lancer en tant que freelance. Je sortais de l'école, je ne savais vraiment pas par où commencer. Et il s'est trouvé qu'en 2009, moment de la crise, mais le seul moment pour moi pour trouver du travail, il s'est trouvé qu'en 2009, en fait, il y a eu le statut de l'auto-entrepreneur qui est sorti. Et ma première question était de savoir où était le loup. On m'a dit que normalement, il n'y en avait pas. Je me suis lancée et j'ai commencé comme ça. Donc en 2009 à
à pouvoir répondre à quelques agences pour pouvoir travailler. Il s'est trouvé que à la même période, en fait, je chantais. Depuis que je suis petite, je chantais beaucoup. Et il s'est trouvé que on m'a proposé de rentrer dans une école. Et il s'est trouvé que c'est au travers de cette école type Fame, en gros, si vous voulez, pour vous imaginer, que j'ai le plus travaillé. Parce que ça a été à ce moment-là, en fait, que j'ai pris en main toute la communication de l'école. Après, les relations, le bouche à oreille m'a permis, en fait, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir continuer de travailler. Quand j'ai fini ce parcours, ce cursus, il a fallu faire un choix. C'était une voie pour être chanteuse comédienne ou une voie pour être graphiste. Aujourd'hui, je suis devant vous et vous connaissez mon choix. Et en fait, c'est vrai que j'ai commencé, comme disait Didier, moi j'ai commencé à travailler parce que j'avais de la demande. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas forcément vu et calculé à ce moment-là, c'est que j'avais de la demande, certes, j'avais un savoir-faire, j'avais des compétences, mais par contre, j'avais des grosses lacunes derrière qui étaient comment on fait sa comptabilité. Est-ce que je change ou non de statut? C'est quoi véritablement un statut social, mon statut juridique? Comment je vais m'y prendre? Il s'est trouvé que quand je me suis lancée véritablement, ça fait un peu plus d'1 an, véritablement à mon compte cette fois-ci, j'ai cherché et je suis tombée à l'ESCP pour un programme d'accélération à la chaire entrepreneuriale pendant un peu moins de 6 mois. Et j'ai fini par pitcher, j'ai rencontré Didier, on a commencé à parler. Et effectivement, ça devenait maintenant important pour moi, en tout cas, d'être partenaire d'Entrepreneur Engine pour pouvoir aider, en tout cas, les gens qui ont des problèmes stratégiques de communication ou d'autres problèmes liés à leur image, de pouvoir moi aussi maintenant pouvoir les aider, alors que j'étais bien contente de trouver des gens qui pouvaient m'aider au moment où c'était plus difficile. Voilà. Merci Laurie, bravo. Voilà, un beau parcours et je crois beaucoup d'ambition en plus et tu vas voir, ensemble on va faire un gros carton. Voilà, et bon, il veut pas venir, voilà. Viens Stéphane, viens face à tes pairs. Voilà, viens, voilà, un geek. Vous savez, d'habitude je le présente, mais les gens ne savent pas à quoi ressemble un geek. Et là, vous en avez un vrai, un bon, un excellent. Pour moi, c'est le meilleur. Donc voilà, Stéphane, à toi le micro. Oui. Et ensuite, on enchaîne avec questions-réponses. Ok, Stéphane Bolland, je suis l'associé officiel de Didier Barbet aujourd'hui. J'ai commencé il y a pas loin d'une dizaine d'années Epitech. Donc je pense que vous connaissez un peu l'école. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 6 mois de stage à Madagascar pour mon premier stage de Tech 1, la première année. Et en 3e année, j'ai fait la Fédération des auto-entrepreneurs. C'est là où j'ai rencontré Didier. J'étais intéressé par l'auto-entrepreneuriat vu que je l'étais moi-même. Et je voulais devenir plus... grossir par la suite et vraiment monter des boîtes et des startups. Dans le web surtout. Parce que c'est pour ça qu'il m'a rejoint, pour grossir. Ouais. Et du coup, c'est à cette période-là que j'ai rencontré Didier Barbet à la Fédération des auto-entrepreneurs. Et j'avais un projet à ce moment-là de monter un logiciel de gestion en ligne, en SaaS, pour les auto-entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là en fait, que aussi beaucoup, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, ou que c'était pas le bon moment. Didier m'a vraiment montré qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de plateformes qui existaient à ce moment-là, que la mienne n'était vraiment pas nouvelle et que j'allais me casser la gueule plus ou moins en le lançant, ce qui, je pense, est vrai. Et bref, du coup, Didier m'a proposé un autre projet, on s'est lancé sur d'autres projets, et on a monté un réseau social, Curveo. Vous ne connaissez peut-être pas, mais vous devriez. C'est pour les professionnels, ça permet à chaque entreprise de créer son propre réseau social, un peu comme un Facebook, mais c'est le Facebook de mon entreprise. Et ensuite, on a lancé le Startup Contest que vous avez vu tout à l'heure, Entrepreneur Engine, et aujourd'hui, on réincube un nouveau projet de gros hacking, donc sur des technologies de marketing un peu innovantes. C'est des méthodes qui sont, comment dire, vous connaissez le gros hacking? Pas du tout, ça vous dit rien? Ouais, du gros hacking. Vas-y, explique. C'est des techniques un peu particulières qui sortent un peu du marketing traditionnel pour justement cibler et contacter de nouveaux clients et des nouveaux marchés, quoi. Ça a été initié un peu par Dropbox et ces boîtes-là quand elles étaient, il y a quelques années, là, une dizaine d'années quand elles sont lancées.
où ils ont, par exemple, Dropbox a beaucoup joué sur le côté mailing. Avec des mails, quand vous installez, par exemple, si vous téléchargez Dropbox, enfin, quand vous inscrivez sur Dropbox, pardon, plutôt, si vous ne le téléchargez pas tout de suite, si vous ne l'installez pas, le lendemain, vous recevez un mail qui vous dit vous ne l'avez pas installé, installez-le. Et du coup, c'est tout ça, en fait, le gros hacking, c'est toute cette méthodologie de mise en avant de contenu, de A/B testing, etc., pour optimiser la conversion sur le web, quoi. Et il y a plein de méthodes, et du coup, ça, on est en train de les incuber dans un projet technologique à part, quoi. Voilà. Donc, voilà. Allez, du stagiaire au statut d'auto-entrepreneur, où là on se rend compte que l'étude de marché finalement peut être déterminante, parce qu'effectivement des logiciels de gestion, aussi bien conçus soient-ils, il y en a des dizaines, il y a des interlocuteurs et des concurrents forts, français, internationaux. Passer du statut d'auto-entrepreneur, je vous parlais de posture tout à l'heure, à celui de créateur, dirigeant, manager d'une structure innovante. Voilà, c'est pas simple, c'est pas évident, et il peut se passer plusieurs mois, plusieurs années, et vous pouvez rencontrer un certain nombre d'échecs. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, du temps que vous avez consacré, je crois, à l'entrepreneuriat et à vos projets, et je crois qu'il est venu le temps peut-être de répondre à vos questions si vous en avez, ladies and gentlemen surtout. On va laisser peut-être mademoiselle commencer puisque vous êtes la seule. Ouais, je sais, mais attends. Galanterie, non, une question vous avez ou pas? Non, c'est vrai? C'est quoi votre projet à vous? 1, 2. Pas de projet, c'est pour ça. D'accord. Tiens, t'as gagné. Ah voilà. Amélia, je vous laisse disponible pour... mettez-vous au centre peut-être. Ouais, juste une petite question en fait. Enfin, je connais pas trop l'entrepreneuriat en fait. Ouais. Et, en fait, c'est quoi ce que vous appelez un porteur de projet? Ah, le porteur de projet, c'est bien, il faut poser toutes les questions, il n'y a pas de questions de base, mais effectivement c'est un terme un peu de la culture entrepreneuriale. Le porteur de projet, c'est celui qui n'a pas encore créé et qui potentiellement porte un projet face à des clients potentiels, des investisseurs. C'est un espèce de statut hybride pour faire une étude de marché ou pour considérer qu'on est en phase de création d'entreprise. Ça a beaucoup intéressé Pôle emploi, ça. Et Pôle emploi considère que vous êtes porteur de projet, donc on vous sort de la liste, on vous met un plan à 15 mois au lieu de 23, enfin bon, bref. Donc ouais, il y a un statut porteur de projet. En réalité, c'est hyper important parce que combien de temps il faut pour faire un bébé? On le tient combien de temps? 9 mois, c'est ça? À peu près. C'est pareil pour l'entreprise. Il faut 9 mois pour l'incuber, pour qu'elle sorte de terre, quoi. Donc 9 mois où on est porteur de projet techniquement. Hein, de l'idée à l'exécution, il se passe 9 mois en général. Voilà. Mais il n'existe pas le statut officiel de porteur de projet. Donc c'est un terme plutôt pour vous décrire. Autre question? Ouais, ça se passe comment à peu près quand on crée une entreprise en fait? Enfin, pas une entreprise, mais... Non, vas-y, je vais te répondre. Ouais. Bouge pas, vous avez du temps, c'est bon. Quoi, comment ça se passe, comment? Enfin, en fait, j'arrive pas Avec trop à les gonzesses imaginer. Mais non, mais ça se passe. En fait, ça peut être très compliqué dès qu'on somatise un peu sur le côté administratif, juridique, etc. La réalité, c'est que c'est une déclaration simple à la préfecture. Hein, c'est un document que vous remettez à la préfecture, au CFE, au centre de formalité des entreprises. C'est par internet, c'est un formulaire de 10 questions, quoi. Ton nom, première question. Ton prénom, deuxième question. Date de naissance, troisième question. Adresse, quatrième question. Voilà. La seule question qui est un peu compliquée, enfin il y en a deux, c'est vraiment déterminer ce que tu fais. Quelle est ton activité précise? Parfois c'est un peu difficile de savoir. Et puis il y a une question un peu à la noix, c'est de choisir qui va te protéger, enfin à qui tu vas payer tes charges sociales. Mais bon, dès que tu as la réponse, tu sais plus ou moins dans quelle activité tu es et de qui tu dépends, c'est très simple. Le plus dur finalement, c'est pas d'être entrepreneur en devenant entreprenant ou en étant entreprenant, d'être entreprenant et devenir entrepreneur, pour être plus simple. Le plus dur, c'est pas les formalités juridiques. Formalités juridiques, même avec des statuts, impact d'actionnaire, etc., ça vaut entre 800 et 1500 euros. Si tu voulais vraiment te débarrasser du sujet et pas du tout t'en occuper, tu donnes 1500 euros à un expert comptable ou à un avocat, il va te le faire. Nickel. Le plus dur, c'est pas de faire du marketing. Si tu as la compétence pour marketer un produit, c'est pas de le vendre si tu sais vendre. C'est d'avoir une espèce de synthèse de ces compétences pour piloter, manager ton projet. Qui plus est quand tu n'es pas tout seul, parce que quand tu es tout seul, à la limite, tu es responsable de toi-même, tu te plantes, tu es chez toi sur ton canapé, tu te lèves un peu plus tard, voilà. Bon. Mais quand tu commences à avoir des salariés, des associés, des clients, tu as une responsabilité. Donc la réalité, c'est que c'est comme dans la vie.
C'est comme dans la vie quand tu es face à l'adversité, quand tu te retrouves seul le soir et que potentiellement tu viens de te faire agresser, tu te sens en danger en permanence avant de rentrer chez toi. Tu vas te retourner au moindre bruit, etc. L'entrepreneuriat, c'est de la vigilance de chaque instant. Et c'est apprendre. Il y a une belle association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, pour les jeunes enfants, les collégiens, etc. Mais c'est exactement ça. Donc, quand moi, je ne sais rien de ce que j'ai appris. Enfin, je te donne une phrase un peu bête, mais je sais que je ne suis même pas à 5% de tout ce que je dois savoir pour en arriver à la photo de Xavier Niel et d'avoir le sourire quand... Regarde bien la différence entre un mec qui en chie encore un peu et puis celui qui a réussi, quoi. Ah. Ça ressemble un peu, non? Bon, je peux pas répondre à ta question. Elle était suffisamment large pour pas que j'y réponde. Et en plus, tu verras qu'entreprendre, c'est apprendre à courir, c'est apprendre à marcher, c'est apprendre à manger, c'est apprendre à apprendre. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire. Oublie le tennis, le foot, tout ça. Les loisirs, la famille. Pensez-y. Le prénom, s'il te plaît. Pensez-y. Guillaume. Diam. Ton prénom, c'est? Guillaume. Ah, Guillaume, pardon, j'ai compris Diane. Vas-y, Guillaume. Ouais, si on a envie de créer une entreprise mais qu'on n'a pas d'idée. Non, mais mais rigolez pas. Oh, j'ai eu pire que ça. J'ai eu, quand je m'occupais des auto-entrepreneurs, donc vous êtes entrepreneur, vous venez de monter 3 boîtes, vous avez cartonné, machin, vous avez envie de partager votre savoir-faire, vous avez envie que le mec qui vous dit j'ai envie de faire un dressing sur le web, j'ai pas envie de t'en parler, mais finalement au bout de 10 minutes il va finir par vous en parler, etc. On a que ça, on a envie de savoir. Bon. Et une fois sur deux, quand je tendais la main et que bonjour, Didier Barbet, salut Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, rien. Je suis auto-entrepreneur. Le mec qui me répond, je suis ok, d'accord, mais tu es auto-entrepreneur et en quoi? Je sais pas encore. Le drame. Alors le drame, non. Enfin oui, quand tu es auto-entrepreneur, tu dois savoir ce que tu fais. C'est pour ça que je vous ai parlé de vos compétences, de vous rendre compte. Peut-être que vous jouez du piano merveilleusement. Et vous n'allez pas du tout faire de web. Et vous allez donner des cours de piano et ça va vous faire apporter 30 ou 40 000 euros à la fin de l'année. On n'en sait rien. Quand tu sais pas ce que tu veux faire, tu sors, tu vas au centre d'orientation. Non, tu peux travailler sur la franchise. Alors qu'on va t'amener un business model clé en main, pas de problème. Si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est au moins ce que tu sais faire. Là, tu peux faire du portage salarial, c'est-à-dire que tu as une compétence clé, tu trouves ta mission, et ensuite tu t'occupes pas de l'administratif et de la gestion. Il y a une boîte qui s'en occupera pour toi. Et où trouve-toi un bon associé qui lui aura l'idée. On ne peut pas être et créatif et technique. Stéphane pensait qu'il avait une super idée, sans déconner. D'autres l'ont eu avant toi, en fait, c'est ça. Non, mais c'est pas le problème de l'idée, c'est le problème de l'exécution. Parce que, regardez, il y a combien de boulangeries en France? Bref, ils font tous le même métier. Il y en a parfois 3, 4, il y a des coiffeurs 5, 6 dans la même rue. L'important, c'est l'exécution. Donc si tu ne sais pas encore exactement dans quoi tu peux te lancer, fais une introspection. Je déconne en disant on va avoir un centre d'orientation, mais c'est ça. Fais une introspection pour savoir vraiment ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, et focus dessus. Si c'est que du web design, fais que du web design. Si c'est que du référencement, c'est que du référencement. Création de contenu, création de contenu. Si c'est de l'administration système, c'est l'administration système. Ça, c'est pour démarrer. Et après, les idées, je vous le dis, même entrepreneur en jean, ça a mis 5 ans à naître en réalité. Et j'y pensais pas il y a 5 ans. Mais on est passé par on a commencé par une émission de radio, puis une web TV, puis des événements sur des salons, des congrès, on a filmé des villages, on a fait venir des experts, on a répondu à des entrepreneurs qui venaient, des auto-entrepreneurs, des porteurs de projets. Bref, ce projet s'est construit au fur et à mesure du temps. Donc pas d'inquiétude, c'est pas très grave. Et va chercher la sécurité si tu penses que tu es un bon exécutant, un bon manager opérationnel, un bon entrepreneur, tu peux faire de la franchise par exemple. Mais bon, il faut être passionné aussi par le thème de la franchise que tu vas exploiter derrière. Donc quelque part, ta question est bonne, et à la fois, c'est parce que tu n'as pas encore été au bout du chemin de ton questionnement, que tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Mais je suis certain que tu as déjà des idées. Voilà. Next. Ouais, une remarque et une question. La remarque, je la veux pas. Alors, la question. Si c'est par rapport à juste ce que vous avez dit par rapport aux créatifs et aux techniques. Je m'inscris un peu en faux. Il y a quand même beaucoup de techniciens qui ont été très bons chefs d'entreprise. Après, ils développent des compétences annexes. Non, c'est pas ce que je dis d'ailleurs. Ouais. Mais et au-delà de ça, pour la question, donc si j'ai bien compris, votre business. Je savais que la remarque, il fallait pas que je la prenne.
La question, donc le business model, c'est du B2B, visiblement. En fait, vous vendez. Moi Ouais. Tous vos partenaires, en fait, du coup, vous leur vendez des clients qui. Pas tout à fait. Alors, pas tout à fait parce que je ne m'engage pas sur le résultat. Tous mes partenaires viennent en me disant Didier, moi je t'achète des leads. Donc la fiche qualifiée, etc. Ça, je ne fais pas. Il y a des places de marché pour ça, etc. Quand tu viens et quand tu es partenaire, la première chose, déjà, je rencontre tous mes partenaires et tous mes experts. La première chose, c'est que nous soutenons, en tant qu'entrepreneurs, l'entrepreneuriat. On n'est ni une association, nous ne sommes pas les pouvoirs publics. Nous avons décidé collectivement de nous intéresser individuellement aux gens, aux individus qui veulent créer leur entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, je ne m'engage pas sur le résultat de ce que je leur apporter. Peut-être mes partenaires payent entre 1 500 et 25 000 euros. Peut-être, d'ailleurs, celui à 25 000 euros, le dernier qu'on a fait à 25 000 euros, certainement, lui rapportera 0 client. Il le sait. 1, je soutiens l'entrepreneuriat. 2, je donne du temps. 3, j'ai une offre dédiée aux entrepreneurs. 4, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement, si en plus je peux faire des affaires, tant mieux. Mais on travaille l'image, la notoriété et le collectif. Mais la conséquence, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand une entreprise met un peu de sous sur la table, elle en veut toujours un petit bénéfice derrière. Est-ce que ça sera de la vente directe? Normalement, oui. C'est pour ça qu'on travaille, puisque moi, derrière, j'ai des besoins concrets. Et ça va, franchement, tous les besoins qu'on a, c'est beaucoup de financement. Beaucoup de financement. Et ensuite, on est vraiment sur des demandes très spécifiques. Jusqu'à comment mieux vendre mes prestations intellectuelles, etc. Voilà. Mais bon. Voilà. Et après, tu as raison, je caricature pas en disant qu'un intro. Je pense que Xavier Niel, enfin, pas trop, il y a une caméra et tout, mais je pense pas que ce soit le. Je pense pas que ce fut l'extraverti du siècle au lycée, collège, etc. Je pense que c'était plutôt un mec bosseur, avec de l'idée et qui s'est révélé. Et d'ailleurs, on le voit quand il intervient sur scène. Enfin, il n'intervient pas sur scène. Comme ça, c'est plutôt clair. Enfin, il l'a fait une fois ou deux. Donc, on peut avoir tous les tempéraments du monde. On peut être introverti, on peut avoir une personnalité faible ou sur courant alternatif. Ça change rien. On peut réussir. Mais quelque part, voilà, il faut vraiment se connaître, savoir où on est, faire des constats lucides sur l'entrepreneuriat. On peut se tromper, mais il faut savoir pourquoi on s'est trompé pour pas commettre 2 fois la même erreur. Et tu peux recommettre une autre erreur derrière. Ça, c'est pas grave. Et tu peux ne faire que des erreurs toute ta vie. Hein. Il y en a qui s'acharnent. Mais il faut le savoir. Hein. Souvent, on teste 1000 fois, on teste 1000 fois. Je veux dire. On fait 1000 recettes avec des ingrédients et c'est à la millième que ça marche, quoi. Hein. Donc, tranquille. Soyez sûr de vous et prenez pas trop de risques. Question suivante. Il se marre bien le petit là-bas. Là. Ça va être sympa encore avec lui. Question. Allez, prends un micro, toi. T'as une question, allez. Trouve-en une. Il suit pas, il sait pas qu'on est aux questions-réponses en fait. C'est quoi ton prénom? Paul. Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, Paul? Je suis à l'école 42. Bravo. Et à côté de ça? À côté de ça, on a un projet d'application mobile. Tous les deux? D'accord. Collègues. C'est un projet d'école ou c'est un projet business que vous exploitez à l'école pour le transformer? C'est un projet en fait qu'on a eu suite à un hackathon. On a participé à un hackathon et on a été invité à faire Concours de développement d'applications. D'accord. un mois d'incubation pour développer une application mobile. Ok. Voilà. On peut dire de quoi il s'agit ou... Ouais, c'est Ouais. basiquement c'est un quiz à destination des coiffeurs pour Enfin, patienter, non? Ouais, enfin c'est de la gamification pour du marketing sur des produits, enfin pour qu'ils apprennent mieux à vendre les produits qu'ils doivent vendre, etc. Très très bien. Bien. Alors souvent d'ailleurs les business qu'on a en ce moment c'est comment passer du web, enfin faire du web to store, comment optimiser sur les lieux de vente, comment virtuer, c'est excellent ça. Voilà une niche. Alors, le marché des coiffeurs il est surchargé, débordé et de fournisseurs et de franchises et de mecs qui ont plus de thunes parce que c'est une vraie galère en ce moment d'être coiffeur. Et là on arrive en disant moi je vous apporte de l'argent. Je vais vous aider à vendre des produits complémentaires. Tout à l'heure, je disais en auto-entrepreneur, vous avez 32 000 euros de service et vous pouvez monter jusqu'à 80 000 euros si vous faites de l'achat-vente de marchandises. Donc très bon, voilà des petites idées sur des points précis. Il faut aller voir Michel Racah, BizUp, très très bon en termes de référence par exemple dans ce genre de domaine. Ok, dernière question, avant-dernière. Allez-y, moi j'ai le temps. On va en prendre 2-3 encore s'il faut. Par rapport à, donc, au service que vous proposez, est-ce qu'il faut ne pas avoir d'entreprise ou avoir juste une idée et commencer de la base, ou est-ce que une start-up, vous parliez tout à l'heure pour les concours, une start-up association ou PME, mais est-ce qu'une entreprise qui serait déjà constituée et qui pourrait déjà avoir des bénéfices pourrait aussi profiter de vos services? Ouais.
On va pas le mettre là, on va le mettre là. Voilà, ici. Je te l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse aux porteurs de projets, aux étudiants, femmes, aux handicapés, tout, je m'en fous. Pas de couleur, pas de sexe, pas de religion. Le pays d'où ils viennent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est l'entrepreneur. On s'intéresse à ceux qui créent leur entreprise. Donc là, il n'y avait rien ou c'est une filiale. Donc il y avait déjà une entreprise de lancer. Et quand je dis il n'y avait rien, ça va de l'auto-entrepreneur à la belle start-up, à la belle boîte. Accélérer votre développement, là, c'est uniquement des boîtes qui sont lancées. Ici. Et éviter les obstacles, ils ne sont pas encore morts. Donc en l'occurrence, ils sont déjà lancés. Donc on s'occupe, oui, de l'auto-entrepreneur à la TPE, à la PME, à la start-up. Laurie était encore il n'y a pas très longtemps auto-entrepreneur, elle a changé de statut et on a une entreprise qui vient de faire son IPO. IPO, alors là, terme jargon étranger, là. Quelqu'un sait ce que c'est? Stéphane qui... Oh. Même moi, je ne le savais pas. Voilà, ils viennent de faire en fait une entrée en bourse, introduction en bourse. Introduction en bourse, belle boîte. Portage salarial, c'est toujours le même. Humalis d'ailleurs, je vous invite à les suivre, parce que vous aurez certainement affaire au portage salarial à un moment ou à un autre dans votre carrière. Et eux rentrent en bourse, et ce sont des clients. Et voilà, on gère des clients qui vont de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'entrée en bourse. Des groupes internationaux aussi, puisqu'on a une ambition internationale. Voilà, voilà. Yes, allez-y, allez-y. Ah, finalement, il va nous parler de son projet dans quelques instants. Suspense, mais ne dis pas non, garde le suspense. Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais. Oui, mais je pense que ça peut sûrement concerner d'autres personnes, parce que je sais qu'il y a pas mal de projets au sein des étudiants, souvent qui se regroupent en équipe. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez comme statut, justement, pour je sais pas, des équipes entre 3 et 7 personnes? Le statut exilé fiscal. Coupe, la régie coupe. Non, vous êtes 5-7 sur le projet là et vous voulez vraiment vous lancer, c'est ce que tu es en train de me dire. J'en sais rien pour l'instant. D'accord. Alors 5-7 pour lancer un projet, c'est beaucoup, sincèrement. Tout seul, c'est pas assez. Si vous êtes entrepreneur et seul, c'est compliqué, il faut le savoir. Vous serez mal vu par les business angels si vous voulez lever des fonds. Une petite parenthèse d'ailleurs, si vous voulez lever des fonds et en plus faire du recrutement derrière, recruter des salariés, vous serez mal vu aussi, sachez-le. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Ils n'aiment pas mettre leur pognon pour le dépenser dans les charges sociales, etc. Alors ça, c'est des propos que personne ne vous tiendra d'ailleurs. J'en profite. C'est filmé, c'est peut-être en direct. Mais la réalité, si vous êtes 5-7, bon, alors on va faire un petit calcul simple. Un salaire, d'après vous, ça coûte combien par an? Ouais. Ça dépend du salaire, mais... Ouais, mais enfin bon. Ouais, à peu près, ouais. Bon, admettons même qu'un salarié vous coûte 50 000 €, c'est quand même pas mal. Ça fait 3-4 000 par mois, 3 000 à peu près. 50 000, t'en as 7, ça fait 350 000. Donc déjà dans ton business plan, tu as dépenses en bas à droite, 350 000 avec les charges sociales, charges patronales, les frais de rédaction des contrats, les déclarations uniques d'embauche, les maladies, les congés, les trucs hyper sympathiques qui existent en France. Bon, c'est bien, c'est des acquis pour nous. On n'en profitera pas beaucoup, mais il faut le savoir. Tu as 5-7 associés, vous coûtez déjà 350 000 €. Comme on sait, alors comme on nous explique dans les écoles de commerce que généralement tu fais 1 an ou 2 en déficit avant de démarrer ton entreprise, bah t'imagines quoi. C'est-à-dire qu'il faut une banque qui accepte que tu lui mettes 350 000 ou 700 000 € de déficit dans la tronche. En ce moment, c'est un peu compliqué, pour être sincère, même pour lever 15 000 € avec une banque, donc faut y aller tranquille. Quand vous avez un projet, vous êtes nombreux. Il faut une stricte répartition des tâches, une stricte répartition du capital. Il faut un leader. Ne mets pas 5 fois 20%, t'es mort, tu rentreras pas, enfin, tu sortiras pas de vivant de ton affaire. Et dis-toi que si vous êtes 5-7 étudiants, il y en a déjà 2-3 qui vont sauter sur le chemin. Et à la fin, il y en a encore 2-3 qui vont sauter. Vous serez vraiment que 1, 2 ou 3. Et si vous êtes déjà beaucoup plus, c'est que vous avez lancé, qu'il y a une commercialisation, qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de la presse, qu'il y a du chiffre d'affaires, qu'il y a des partenaires. Parce que tu fédéreras pas 3, 4, 5 personnes autour de toi de manière solide plusieurs mois, plusieurs années, avec toutes les difficultés qu'impose la création d'une entreprise quand on démarre avec pas grand-chose. Donc voilà, il va se passer un peu de temps. Maintenant, si vous avez besoin de formaliser une structure juridique pour votre projet d'étudiant, ça peut commencer par une association. Ça pose pas trop de problèmes. Le mieux, c'est de faire une association en Moselle, comme ça tu peux récupérer aussi ce que tu crées comme valeur. Ce qui n'est pas le cas d'une association loi 1901. Mais là, il faut voir un comptable. Enfin, je ne veux pas répondre n'importe quoi, mais le plus simple, c'est de monter une asso, comme ça vous êtes tranquille, il y a des statuts, il y a un conseil d'administration, il y a une gestion, etc. Vous mettez ce qui est business et ce qui ne l'est pas, et puis vous pouvez commencer à démarcher. Et après, tu peux monter, alors ça dépend du projet, quoi. Ça peut être une société civile.
immobilière. Si c'est l'immobilier, ça peut être autre chose. Compliqué ta question. Enfin, compliqué comme démarrage de projet d'être 5-7 autour de la table, c'est rarement vu, ou alors tu t'appelles Xavier Niel et tu as un peu de cash. Ah, micro. En plus, tu parles tout doucement. Donc pareil, une question par rapport Ton prénom Cédric. Cédric Douillet? Non. Tu lui ressembles. Allez. Une question par rapport au statut. Mec de merde. Si on est juste deux, est-ce qu'il vaut mieux se mettre en deux autres entrepreneurs et faire une association de... Enfin, ouais. Association pour aller en tôle? Non, enfin... J'ai pas compris la question. Non, en fait, pour se déclarer, mais à deux. Non, alors, autonome. Oui. Entrepreneur autonome. Seul. Oui. C'est une micro-entreprise. Donc là, tu es tout seul. Surtout pas. Requalification en société de fait, gérance, bam, ils te mettent une torgnole derrière. Ou pire, tu t'entends plus avec ton associé, il se retourne contre toi, il va voir la direction départementale du travail et il dit ouais, il m'a arnaqué, c'était du travail dissimulé, il me doit mon salaire et mes charges. Enfin bref. Non, auto-entrepreneur, t'es tout seul, t'as ton projet. Je fais un petit truc rapide, mais personne ne peut vous appeler, vous dire tiens, j'ai une offre d'emploi et puis il faut que tu t'inscrives en auto-entrepreneur pour que je puisse te payer. Ça n'existe pas. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes entrepreneur, vous avez un projet et vous le vendez. Et vous êtes seul. Vous n'utilisez pas les outils, vous ne respectez aucune horaire. Statut fabuleux, hein. Vous n'êtes pas dépendant d'un 9h-17h par exemple, si c'est dans la mission. Hein, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu dépends d'horaire, que tu utilises les outils, et qu'en plus tu as un lien de subordination avec une personne, c'est pas tout à fait l'auto-entrepreneuriat. Pour moi, oui, mais pour toi, peut-être non. Hein. C'est pour ça peut-être que tu veux pas nous parler du truc, finalement, un petit travail CDI, on sait pas. T'avais une question tout à l'heure, non? Vas-y, un micro. J'ai répondu à ta question. Oui. Ouais, c'est bon, c'est clair. N'y va pas. Sinon, vous conseillez du coup quoi à deux? À deux. Mais à deux, il y a un truc qui est sympa. Excuse-moi, je suis à toi tout de suite. Moi, ce que j'aime bien, l'auto-entrepreneur, c'est du travail. C'est un travailleur non salarié. Et le dirigeant d'une société par action simplifiée, unipersonnelle, c'est un statut d'assimilé salarié. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux continuer ton activité libérale en auto-entrepreneur jusqu'à 30 000 €, vendre tes conférences, tes formations, ce que tu veux, et tu peux développer ta boîte à côté. Et la société par action simplifiée par rapport à la SARL, il y a un truc qui est sympa, c'est que tu peux gérer toi-même tes statuts et créer un pack d'actionnaires et préparer la suite, gérer voilà, qui a quoi, combien ça vaut et combien ça vaudra demain, etc., etc. Tu peux démarrer à 1 € de capital. Si tu ne te payes pas, tu ne payes pas de charges sociales. Petit avantage. Moi, si tu ne payes pas, tu ne dureras pas longtemps non plus. Mais voilà, bon. Mais il faut aller voir un comptable, encore une fois. Là, comptable ou un conseiller, conseiller quelconque, ça dépend de ton projet vraiment. D'abord, on analyse le projet, après on prend les décisions. Prénom. Mickaël. Oui, Mickaël. C'est ça. Oui. Pour un entrepreneur, quelles sont les difficultés qu'il pourrait rencontrer durant toute sa vie, de l'idée jusqu'à... Enfin, les principales difficultés qu'il pourrait rencontrer dans la vie de son entreprise, de son activité, de l'idée jusqu'au développement. Jusqu'à la mort, alors on y va. Je ne vais pas te les faire, mais je vais te les faire simples. Quand tu es en démarrage, là, quand tu es dans cette période de 9 mois, l'erreur fatale, c'est de ne pas partager son business, pas en parler, parce que tu vas avoir que tes idées à toi et c'est restreint. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas analyser son marché. Moi, je ne le fais pas très bien, ça, pour être tout à fait honnête. Stéphane le sait d'ailleurs parce qu'il a une certaine agilité avec moi, c'est-à-dire qu'on est en mode lean startup, c'est-à-dire qu'on modifie au fur et à mesure tout le temps. Et parfois, si on faisait une vraie étude de marché et qu'on ne se concentrait pas uniquement sur les a priori ou les intuitions, ça marcherait mieux tout de suite, plus vite. Donc ne pas faire son étude de marché, souvent, c'est une étape qu'on base parce que ça nous fait chier. Donc commencez par la faire. Alors, faire son étude de marché, son business model, c'est savoir qui sont ses clients, où sont ses clients, combien sont ses clients et comment je les argumente, comment je les trouve, comment je les transforme en vente, que ce soit par le web ou en face à face. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant. Combien de fois j'ai eu des mecs qui venaient me voir, j'ai pas d'idée, c'est j'ai fait le site web. Un mec qui arrive, j'ai fait un site web, clac, et maintenant comment je fais pour faire de l'oseille avec? Compliqué là. Mais ça arrive, hein. Enfin, en l'occurrence une boîte de crowdfunding. J'ai fait la plateforme de crowdfunding, tu peux déposer un dossier, tu peux voter, tu peux investir de l'argent. Il n'a rien regardé au niveau légal, au niveau juridique, il n'a pas regardé sa concurrence, catastrophe, quoi. Donc pas étudier quand tu démarres, c'est quand même dramatique. Pas écrire son projet et pas regarder autour de soi ce que les gens en pensent. Là, 80% des gens à qui tu vas en parler vont dire c'est pas bon, tu devrais pas y aller, etc., etc. Mais c'est ce qui va vous forcer à réfléchir. Une fois que tu es lancé,
Je vais vous donner une petite phrase que j'aime bien. S'il me regarde, il s'en souviendra parce que c'est lui qui me l'a donné, c'est un de mes mentors. On commence à devenir mauvais, on commence à être mauvais quand c'est quoi ouais, tu coupes ça aussi. C'est quand on commence à croire qu'on est bon qu'on devient mauvais. Pardon, je le fais exprès de trébucher sur ça là. Bon, c'est quand on commence à croire qu'on est bon qu'on devient mauvais. C'est-à-dire que c'est quand on pense que tout est acquis, qu'on se met dans un espèce de fauteuil et qu'on fait tourner la boîte et on n'investit plus en recherche, en développement, on n'investit plus en marketing, on n'investit plus sur ses salariés, on n'investit plus sur soi, etc., etc. Et là, généralement, tu prends entre 9 mois et 18 mois dans la tronche et la boîte ne s'en relève pas. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus dur de se relancer après une phase de croisière. C'est-à-dire que si une entreprise est en croissance, on a forcément des frais qui sont flexibles entre les deux. Si c'est une entreprise qui est en décroissance, de toute façon, les frais commencent à... Enfin, voilà, la situation est suffisamment mauvaise pour qu'il y ait un pit stop, un moment qu'on casse tout et qu'on reparte. Et quand on est dans cette phase entre les deux, c'est catastrophique parce que là, tu peux, en tant qu'entrepreneur, encore une fois, tu es seul, rester longtemps dans une période de brouillard intense. Et là, tu as tout qui part à volo en même moment. Donc, manque de vigilance dans une période de croisière. Attention, surveiller ses marges, surveiller la concurrence internationale, surveiller l'ouverture des marchés, surveiller la législation, travailler, relancer ses partenaires, challenger ses partenaires, travailler avec ses prestataires, trouver de nouvelles armes pour combattre demain. Et puis quand tu arrives à la fin de ta vie, il y a un truc qui est catastrophique en France. Enfin, tiens, toi qui n'as pas d'idée, il y a un truc qui est extraordinaire. On est le pays où on va avoir, à cause du baby-boom, je ne sais plus dans quel sens il faut, papy-boom, baby-boom, peu importe, les deux en même temps, il va y avoir des centaines de milliers d'entreprises à reprendre. Mais des centaines de milliers. J'abuse pas quand je dis ça. Des dizaines de milliers et puis des centaines de milliers très vite. Il y a plein de boîtes aujourd'hui où le patron arrive à la retraite. Combien de fois ça vous est jamais arrivé de rentrer dans une boîte ou dans un commerce, le mec il a 85 ans, il est encore pompant là. Non, ces boîtes-là, normalement, elles sont censées être rétrocédées, vendues, cédées, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc si tu n'anticipes pas la fin ou ta sortie, bah, t'es mort. Et la première question d'un business angel, elle est toujours bizarre, mais c'est vous sortez quand de cette entreprise ? Vous êtes chez vous, vous êtes battu depuis 1 an, 2 ans pour la construire, et la question qu'on vous pose, on ne vous la pose pas comme ça, mais c'est quand vous sortez, comment avez-vous décidé de sortir ? En gros, pour reformuler, c'est comment je gagne de l'argent quand je suis business angel. Mais quelque part, voilà, une entreprise, ça a une durée de vie limitée, 0,99 ou plus ou moins. Donc c'est à vous de savoir quand et comment vous allez sortir de cette entreprise. Est-ce que c'est une gestion patrimoniale, en bon père de famille ? Est-ce que c'est une gestion création de valeur, start-up, croissance exceptionnelle, et je vends, et j'ai déjà trouvé les clients à qui je vais vendre ? On ne peut pas animer raisonnablement, monsieur Niel, un incubateur de 1000 entreprises à la Halle Fraissinet sans penser à avoir une structure digitale. C'est pas possible. Voilà, donc pensez à la sortie. Bon, puis les obstacles, tu rencontreras plein. Ok ? Dernière question ? Avant-dernière ? À droite, ils sont super timides hein, quand même. 2-3 qui parlent, mais... Cachez le monsieur. Question ? Ah là. La plupart des incubateurs se financent, je crois, sur la croissance future de l'entreprise. Comment vous faites, vous ? Pareil, on va essayer. Alors, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure sans le dire, effectivement, je ne suis pas allé au bout. Je ne suis pas devenu business angel, moi, à titre personnel. J'ai investi sur mes propres projets et sur moi-même. Comme ça, et sur des jeunes que j'estime de talent et avec qui j'ai envie de construire l'avenir. Clairement, on est en phase, on est en situation, on a déjà les demandes de gens qu'on connaît très bien, qui veulent créer leur entreprise, mais qui ne veulent pas le faire seuls. Donc, potentiellement, sur certains projets, 1 à 2 tous les ans ou tous les 2 ans pour y aller tranquille, pendant que le patron d'ici en fait 1 toutes les 2 semaines, je crois, ou 1 toutes les semaines. Donc nous, on va y aller tranquille, on va effectivement sélectionner 1, 2, 3 projets par an ou tous les 2 ans sur lesquels on va mettre de l'argent, du temps, de la publicité, de la notoriété et construire un patrimoine de valeur mobilière. Alors de valeur pour la valeur financière, mais aussi on a une ambition un peu commerciale et on a un développement qui est assez ambitieux au niveau international. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce sont les startups, les produits, les applications, les femmes qui vont nous aider à construire Entrepreneur Engine comme un leader international de la création et de l'accompagnement d'entreprises.
Donc on va investir nous directement via, alors le véhicule est en discussion, ça peut être un FCPR, un fonds commun de placement à risque. On peut travailler des PEA, PME, tout simple. Voilà, on peut investir en direct ou pas. On va certainement créer, on continue à travailler avec une autre holding. On a déjà une filiale aujourd'hui qui est Curveo et qui est gérée par Stéphane, qui est développée par Stéphane et qui va se développer encore plus avec les techniques de growth hacking. Donc voilà, on commence à créer une petite constellation d'entrepreneurs et de sites autour de nous, tout simplement. Mais c'est pas un deal obligatoire. Réseau Entreprendre, France Initiative, oui, ils mettent un peu de billes, ils prennent un peu de capital, obligatoirement. Nous, c'est pas le cas. Il n'y a vraiment aucune contrainte. J'ai enlevé tout. Quand je dis Entrepreneur Engine change les codes de l'entrepreneuriat, je vais faire un petit jeu de mots sympathique avec l'école 42, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on prend le schéma un peu à l'envers. On ne vous oblige pas, on ne vous contraint pas, on ne vous prend pas d'argent. Voilà, c'est pas nous en tout cas. L'idée, c'est aussi de vous conseiller pour pas que vous vous fassiez prendre inutilement pour des idiots par des partenaires ou des experts. Parce que quand on est entrepreneur, on nous promet toujours la lune. Et puis on y passe le capital dedans. Et quand on a 500 à 10 000 euros de capital en moyenne, il vaut mieux bien l'investir, avec justesse et justice. Voilà. Mais une ambition, on va regarder. On va regarder, ça dépend. Envoyez-moi votre business plan. Ouais, toujours la même. Hein. C'est le bavard, lui. Vas-y. Je sais que c'est... on m'a plusieurs fois répété en fait que c'était plus forcément nécessaire de faire un business plan... parce que il y a d'autres méthodes actuellement. Après, évidemment, pour aller voir des banquiers, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, je sais pas, je voulais savoir ce que vous en pensiez de ça. Je sais pas, les autres méthodes, c'est quoi? Tout de suite, j'ai pas le nom en tête, mais c'est de démarrer une activité et de faire en faisant, ouais. Bon. De faire par itération en fonction des feedbacks de nos clients. Il y a deux choses à savoir. C'est qu'en réalité, le business plan, vous l'avez déjà rédigé 1000 fois, vous l'avez en tête, sauf que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas écrire, vous n'aimez pas synthétiser, on aime bien passer par d'autres personnes qui le font bien qu'on fait des fautes. On sait pas comment c'est, on sait pas à quoi ça ressemble. Mais les idées, elles sont là. On sait quel est notre marché, quel est notre produit, quelle est notre clientèle. Donc potentiellement, on peut l'écrire. Les gens qui ne l'écrivent pas sont des gens qui ne cherchent pas. Alors, qui ne cherchent pas la complexité, qui ne cherchent pas à perdre de temps, qui ne cherchent pas à lever des fonds, qui ne cherchent pas à minimiser les risques. Donc je ne dis pas que c'est impossible de réussir sans business plan. Je ne dis pas que les business plans actuels sont adaptés à nos profils, à vos profils encore plus que le mien maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure un peu de la même manière pour autre chose, mais c'est non seulement important, mais c'est aussi déterminant. C'est déterminant parce que si tu vas voir un business angel sans business plan, ça ne va pas durer longtemps, normalement tu rentreras même pas. Donc il vaut mieux pas avoir de fonds à lever. Et ensuite, si tu n'as pas de tableau de bord, si tu n'as pas fixé des objectifs, un business plan c'est se fixer des objectifs, c'est se fixer l'objectif de qui est ma clientèle. Je vais te donner un exemple. Quand je vendais de la sauvegarde de données informatiques, j'allais voir des commerces, je vendais à des experts comptables, un abonnement de 100 € par mois. Nickel. Je suis arrivé, je suis allé voir comment ça s'appelle cette boîte. KPMG. Qui connaît KPMG? Ah, quand même, il y en a 2-3. KPMG, grosse boîte internationale, d'experts, grosse boîte. Ils avaient, je ne sais plus combien de sites, je vais te dire des bêtises, les chiffres sont plus les bons. En gros, normalement, tu prends 3-15 000 € quand tu fais une commande dans ces milieux-là. Et là, j'arrive avec 700 000 francs. Alors, 700 000, je ne sais plus combien c'était en francs à l'époque, mais ça fait 150 000 € de frais d'installation. Bon, ça, c'est le truc qu'on se mettait dans la poche, que c'était du logiciel, c'était des galettes à installer, le truc ridicule. Donc, moi, une petite prime de 20% là-dessus, pardon. Pas mal. Et puis l'abonnement, c'était, je crois que j'avais 400 sites fois 100 €, je te laisse faire le calcul, plus ma prime, c'était abonnement x2 à l'époque. Donc j'aurais dû faire fortune avec ça. Je suis allé voir mon PDG, fier. Attention, le PDG, tu ne le dérangeais pas, c'est l'icône. Hein. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie, c'est lui qui m'a donné 10 ans d'énergie derrière. Je vais le voir avec mon projet fier, t'imagines quand même. Hein. Putain, j'ai one-shoté, enfin pas one-shoté parce que je n'ai pas signé le contrat, mais j'amène, il me dit non, c'est pas mon modèle, j'en veux pas. Comment ça, vous en voulez pas? Ils sont prêts à signer, ils veulent juste un dashboard global pour gérer tous les sites de sauvegarde, etc. Est-ce qu'on est capable de développer un dashboard pour 150 000 € et prendre les abonnements ou inversement? Non, ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Oui, mais merci Didier. Au revoir. Business model, ma cible, straight to the point, dirigé vers l'objectif. Rien que l'objectif. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Il n'y a pas le choix. Tout ce qui n'est pas dans ton business doit sortir de ton business. Donc si tu n'as pas de business plan, plan d'affaires, projection, prévision, anticipation, t'es mort.
T'es mort parce que tu vas te dire, celui-là, c'est l'opportunité de ma vie. Tu vas y passer 6 mois, et puis au bout des 6 mois, je vais pas faire de gestes malsains, mais au bout de 6 mois, tu vas repartir avec une main devant et une main derrière. Risque potentiel. Et puis ça peut marcher, donc on ne sait pas, tu vois. Mais moi, je préfère savoir ce que je maîtrise. Et fais gaffe. Ok. Il fait des blagues des fois, lui. Voilà, je préfère maîtriser, je préfère savoir à qui je vais vendre, qui je vais voir, qui je vais rencontrer. Pour moi, 99% de mon marketing, mon marketing est fait pour toucher 99% que je vais rencontrer. Donc quand je m'assois, je sais que je déballe, je sais que ça intéresse, ça va intéresser. Après, méthode. Talent, chance, tout ce que tu veux pour transformer une vente. Mais bon, et c'est une méthode canadienne qui dit, alors moi je suis un peu fan de ça à la fois, tu vois, puis j'y vais mollo pour le recommander, j'aime bien moi me lancer, puis rédiger au fur et à mesure, je fais mes plaquettes commerciales, mes contrats, mon site internet, et on y va. On y va, parce que j'ai pas le temps de réfléchir 9 mois. Mais il y a 5 ans finalement de travaux derrière, de réflexion. Enfin, j'ai 10 ans d'expérience d'entrepreneur, puis 5 ans de mobilisation de mon énergie, mes paroles, mes prises de parole, mes prises de... face aux entrepreneurs que j'ai rencontrés, que j'ai vus, les questions 10 fois, les mêmes, etc. Donc je sais à peu près où je vais. Mais nécessairement, tu vois, le business plan, on est encore... Et c'est un outil que tu travailles, tu vas retravailler en réalité tout le temps, en permanence. On ne fait plus de design sur les business plans, ça sert à rien. Avant, on faisait des beaux business plans, on les envoyait, on pouvait les imprimer, c'était en or massif. On a arrêté. On n'a pas le temps. Enfin, coûte de l'argent quand même, il faut le faire une fois et bien. Donc voilà. Vaut mieux en faire un quand même. Vaut mieux. Vaut mieux au moins poser tes idées par écrit. Puis tu regardes ce que tu n'as pas fait et ce que tu ne sais pas faire. Souvent, on ne sait pas faire la finance. Mais tu sais, c'est con, hein, c'est un tableau Excel, hein, tu tires des lignes. Tu multiplies, tu trouves les facteurs déterminants, tu regardes tes taux de conversion, parce que quand on est dans le web, les applications, c'est taux de conversion. Tu sais que maintenant, il te faut une page, pas franglish, une page avec ton argumentaire commercial décliné, ton call to action, et puis après, tu travailles tes taux de conversion, ta visibilité, ton référencement, tes partenaires médias, trouver des agents coûts, etc., etc., etc. Combat du quotidien, du jour, de la nuit, du midi, du soir. Une bonne hygiène alimentaire aussi, je vous le dis, ça évite de perdre du temps psychologiquement à se dire comment je vais faire pour rattraper le retard que j'ai accumulé ces derniers mois, ces dernières semaines pour être fort, lucide. Vous allez passer peu de temps à dormir, donc il faut avoir une... Voilà, vous êtes des athlètes, hein. Quand on est entrepreneur, on est des vrais athlètes. Je vous interdis de rigoler là. Ok ? Je sais pas combien de temps il nous reste, s'il reste du temps. Une petite question encore. Je sais pas, peut-être une dernière question qui est un peu traditionnelle ici, du coup. Ah bon, merde. On a une période de stage de 6 mois qui commence à partir de fin juillet. On nous a prévenus. Et voilà. Et donc la question qu'il faut poser à la fin, c'est est-ce que vous prenez des stagiaires ? On n'arrête pas, mais on en a déjà des stagiaires. Ah oui, on en prend, mais il faut absolument passer par le fantastique service de relations entreprises, Fabienne Haas. Envoyez, on prend, on cherche toujours. Puis surtout, la réalité, c'est pas. Moi, j'ai pas grand-chose à offrir. Mais on a des milliers de startups aujourd'hui qui sont avec nous et qui cherchent. Donc on y va tranquille parce que il faut savoir quand même que les entreprises qui, a priori, la logique voudrait, j'en sais rien d'ailleurs, mais voudrait que les entreprises qui financent aient la priorité, la primeur des excellents élèves que vous êtes. Voilà. Je plaisante. Mais voilà, passez par Fabien Haas, chargé de relations entreprises, ça sera très bien. Et puis ils gèrent très très bien. Vraiment, ils sont un bon service, une bonne façon, une bonne relation avec des professionnels tels que nous qui recherchons des compétences comme vous, bien sûr. N'hésitez pas. Voilà, messieurs, dames, madame, mademoiselle. Annie, one dernière question. C'est le moment. Ah ouais, il y en a encore. Moi, je voulais demander. Prénom Nadem. Daniel ? Nadem, vas-y, pardon. Vous pensez pas que commencer une entreprise maintenant, ou dans l'année qui arrive, ça peut freiner les études dans les 3 ans qui viennent en fait? Alors attends, j'ai cru que tu allais me parler de la crise. Ah non. Je croyais pas qu'il y a une crise en ce moment, entreprendre, c'est pas dangereux. Et donc, j'étais content, tu vois, j'aime bien ce genre de truc, j'aurais pu partir sur un truc hyper loin et tout. Bon, tant pis. J'en sais rien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai volontairement appuyé là-dessus en disant attention. Je sais que vous passez beaucoup d'heures et qu'il va falloir passer encore beaucoup d'heures. Que c'est un travail de longue haleine d'apprendre à coder, d'être parmi les meilleurs. Sachez que vous avez 2 chances extraordinaires. 1, les Français sont très appréciés à l'international. Vous pourrez gagner 50 à 250 000 euros de salaire à l'international, potentiellement en portage, en freelance, peu importe. Sans problème, vous serez certainement parmi les plus aptes à créer une entreprise derrière. Parce que
Une entreprise, le choix des murs, des locaux, de la moquette, de la couleur, c'est le patron. Et le patron, c'est un entrepreneur. Donc il y a forcément derrière de la veine entrepreneuriale. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas lui cirer les pompes, elles sont déjà cirées. Mais vous avez une chance extraordinaire. Je vous le dis parce que, avant de rentrer à l'ESSEC, j'avais une mauvaise image des grandes écoles. Quand vous avez réussi tout seul, autodidacte, vous avez envie d'envoyer chez tout le monde, sincèrement. Sincèrement. Et très volontairement. Et puis finalement, on se rend compte quand même que ça apporte beaucoup. Et une école, par exemple, comme celle de l'ESSEC, c'est des valeurs fortes. Et c'est un réseau fort. Et c'est une reconnaissance forte que vous aurez de l'extérieur. Et ce que j'ai gagné, effectivement, c'est le regard des autres. Pas le regard que j'avais à propos de moi. Je ne sais plus qui m'a posé la question, c'est toi. Pas le regard que j'avais à propos de moi, mais le regard qu'ont les autres. Voilà. Donc tu dois garder ta priorité. Pardon, je vais loin pour revenir au sujet, mais ta priorité, c'est ton école, c'est tes diplômes. Et ton obligation, ta responsabilité, effectivement, peut-être. Alors, ça peut être une obligation de gagner de l'argent pour payer sa bouffe, sa vodka le samedi soir ou ses transports. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu. C'est là où le business plan devient intéressant, c'est que quel est le curseur, quoi, quelle est l'énergie que je dois donner et comment j'optimise mes processus ou le temps que je vais passer pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Et là, on parle de rentabilité. Donc voilà, il faut faire gaffe, faut faire attention, c'est long, c'est dur. Moi, je vous donne bon, c'est pas grand-chose, mais quand je passe mon bac en 98. Soit j'étais à l'école, au lycée, soit j'étais à Leroy Merlin pour réussir. Et samedi, jour férié compris, à chaque pause, j'avais négocié mon contrat et je remplissais mon contrat avec un travail salarié parce que j'étais parti très tôt de chez mes parents. Donc voilà, mes obligations de l'époque, c'était survie, quoi. Enfin, voilà. Donc, est-ce que toi, tu es en mode survie ou est-ce que tu es en mode préparation? Il y a sûrement du mode survie ici, on l'est tous, hein, quand on est étudiant, normalement, de plus en plus sur Paris. On les récupère d'ailleurs, les étudiants qui ont échoué sur Paris, qui se retrouvent à ne pas trouver du boulot, à s'en faire entrepreneur, à dépenser le peu d'économies qu'ils avaient et à retourner chez papa-maman à 23-25 ans, en province, parce que échec total, quoi. Et parce que manque de préparation, manque de lucidité, manque. Donc oui, il y aura des échecs parmi vous. Mais tomber, ça sert à se relever. Encore une petite phrase qu'on connaît bien. Et je vous le dis, on peut échouer et réussir. C'est logique. On ne peut pas réussir sans échouer, de toute façon. Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Non, il y en a qui sont endormis là-bas. Mince. Ah merde. Oh, c'est con. Ça mérite une petite photo. Vas-y. En fait, je voulais juste répondre par rapport à ce que tu disais au niveau de monter quelque chose pendant que tu es à l'école. Après, ça dépend de la vision que tu as. Ça dépend aussi de l'ambition que tu as. C'est-à-dire que tu sais qu'aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose, tu as la possibilité de pouvoir tester, tu as la possibilité de pouvoir essayer de faire des choses à côté. Après, je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas si effectivement tu dois être obligé d'avoir un travail, par exemple, pour payer ou pas cette école. Je ne sais pas si elle est... Non, elle est gratuite. Elle est gratuite. L'école est gratuite, mais bon, faut payer le reste, quoi. Enfin, voilà, il y aura certainement d'autres choses. C'est vrai que si tu as la possibilité d'avoir du soutien derrière toi, ce qui peut être intéressant quand tu es à l'école, c'est effectivement de commencer à entreprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que tu vas déjà commencer à te poser certaines questions. Tu vas pouvoir aussi créer en fait un réseau. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas avoir... déjà un répertoire, une base. Et je te dis ça parce que ce n'est pas forcément ce que j'ai fait. Néanmoins, quand je suis rentrée dans cette fameuse école, moi j'y suis rentrée pour autre chose que du graphisme. Mais il n'empêche que c'est cette école-là qui a fait que ça a été mon premier gros client. Et que ça a pu s'étendre. Donc, le plus important, c'est pas de te dire aujourd'hui je suis à l'école et je vais j'ai une vision de malade pour. Tu peux, en fait, c'est brique par brique. Tu peux y aller aussi gentiment. Tu peux construire ton réseau. Quand tu sors, tu t'es déjà posé des questions. Tu as pu un petit peu y réfléchir. Tu as pu avoir aussi des collègues au fur et à mesure et construire et bâtir quelque chose. Avoir une espèce de communauté. Comme ça, après, quand tu sors, si tu veux vraiment pousser ton projet, tu sais qu'il y a déjà des choses que tu auras pu engranger quelques années auparavant. Et puis après, tu feras le choix où tu continues ou pas, mais tu auras en tout cas acquis un savoir-faire, quoi. Merci. Tu lui dois 500 € là. Non, pas encore. Bon, je dois dire bonjour à mes parents qui nous regardent. On a du monde qui nous regarde apparemment, c'est bien en direct. Voilà, bonjour les amis.
Voilà. Mais je vous remercie en tout cas, hein, vraiment cette fois-ci pour votre écoute, le temps que vous avez consacré, les questions très pertinentes et intelligentes. Je vous invite à vous inscrire sur www.entrepreneur-engine.com, de le faire massivement, d'inviter vos amis, vos frères, vos sœurs, tout le monde, à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus on sera puissant, plus on aura de capacité à nous développer, plus on agira collectivement dans le sens commun de l'intérêt général, plus on aura de succès. Il faut savoir, et je vous invite, il y a des collectifs comme Barrez-vous qui sont un peu agressifs dans le message, apparemment c'est mal perçu, mais moi je vous invite à avoir une expérience à l'international. Partez, revenez, vous reviendrez plus fort avec des compétences, du talent, avec une autre vision de la France aussi. C'est bien de se voir de l'extérieur, de voir comment les gens nous perçoivent. Et puis voilà, entretenez-vous, restez en forme et surtout, n'hésitez pas, vous êtes déjà entrepreneur, donc lancez-vous, créez votre entreprise, ne le faites pas seul, faites-le avec Entrepreneur Engine si on vous a convaincu. Si on ne vous a pas convaincu, allez voir un expert comptable, allez voir un avocat, un juriste, un réseau, allez voir Xavier Niel, envoyez un business plan à Kim Aventure ou je ne sais qui. Mais entourez-vous, parlez de votre projet, surtout, ne restez pas isolé dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est un animal social, résolument social, mais qui a tendance, puisque c'est un animal social, à rester parfois seul face à ses problèmes, seul face à ses succès. Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question, quand ils ont atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est comment je vais faire ensuite pour démultiplier ce chiffre d'affaires. Donc voilà, entourez-vous, restez en forme, c'est dommage. Il restait une question, je crois. Vas-y, peut-être en même temps que ma transition finale. Vaut mieux créer... Est-ce une bonne idée de créer une entreprise en France ou vaut mieux aller à l'étranger maintenant? Non, j'en sais rien. Si tu veux vendre... écoute, Startup Contest 2014, au mois de février, on a récompensé Pierre-Henri Agnès, qui est le patron de La Chouette. Ça s'appelait My French... la pomme French Seed. C'est un jeune homme de 28 ans qui avait un beau poste dans une boîte genre Capgemini ou je ne sais quoi. Avec son associé, ils sont partis à Hong Kong, tous les deux. Son père, il habite en Basse-Normandie. Son grand-père avait une fabrique de cidre. Il a fabriqué du cidre, donc acheté des pommes, fabriqué du cidre. Il a embouteillé 15 000 petites bouteilles, 33 centilitres, du cidre en bouteille, quoi, le truc de fou. Et il va les vendre à Hong Kong. Voilà. Alors lui, il a fait un truc, il a une filiale à Hong Kong, holding en France. C'est le truc, normalement, on fait l'inverse, tu vois. Enfin, normalement, on fait l'inverse. Certains font l'inverse, Jérôme Cahuzac. Et d'autres. Bon voilà, après la question elle se pose pas, c'est est-ce que stratégiquement tu as besoin de t'installer à l'étranger, est-ce que tu as besoin d'avoir une entreprise, tu sais quand tu vas aller en Tunisie, au Maghreb, en général il faut avoir une entreprise locale, avec un local, il faut partager son capital, j'en sais rien. Si c'est se dire, sincèrement nous qui avons 20, 25, 30, 35, 40, non pas moi encore, mais voilà, qui sommes encore assez jeunes, tu sais qu'on va vivre jusqu'à 100, 150 ans maintenant avec les objets connectés. Donc on est assez jeunes, on est au tiers ou au quart ou dixième de notre vie. Voilà, sache où tu veux entreprendre, ce que tu veux faire. Ton projet, il est forcément basé, il a forcément une base stratégique et toi, tu as forcément des objectifs de vie et c'est plutôt par rapport à ça qu'il faut se baser. Mais voilà, c'est pas maintenant qu'on va partir faire de l'optimisation fiscale à Hong Kong, sans déconner, pour gagner 5%. Je pense pas. Voilà. Donc pour moi, si tu es français, que tu veux monter une boîte avec des clients français, fais-le en France. Partage un peu ta richesse, quoi. Mais l'État, ce n'est pas un poids. Non, l'État, c'est plus qu'un poids. Alors l'État, ça va pas ou quoi? J'ai des ambitions, moi. Non, il y a pas de l'État. L'État, oui, c'est un poids, mais écoute, pourquoi alors la France crée 22% des entreprises en Europe? Pourquoi on est le poumon économique international européen? Mais combien d'auto-entrepreneurs aussi? On s'en fout. Un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il génère 30 000 euros. Tu sais ce que ça vaut, 30 000 euros de chiffre d'affaires quand tu vas en Centrafrique en ce moment, pays en crise? 30 000 euros par an, énorme. Je te fais ce parallèle-là. C'est-à-dire que quelle valeur a un auto-entrepreneur par rapport à un start-upper? Pour moi, créer 10 000 euros, 5 000 euros, 100 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme, c'est beau. C'est un beau geste. Donc il n'y a pas de petits entrepreneurs. L'auto-entrepreneur, t'es mal tombé, j'étais vice-président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Non, l'auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur comme toi, comme moi. Il se lève le matin, il va créer de la valeur, il va avoir fait du marketing, du juridique, du commercial, du comptable, etc. Donc, ouais, on a 50% d'auto-entrepreneurs, on doit en être fiers. On a 1 million d'individus qui se sont lancés. T'imagines la force que c'est? On a 2 500 000 Français qui veulent se créer chaque année. Donc une auto-entreprise, c'est une petite entreprise en France. Aux États-Unis, c'est une très grande entreprise d'ailleurs. J'ai dit la Centrafrique. Hein. Un bisou à tous mes amis centrafricains. On travaille pour Africa Progress, donc j'en ai quelques-uns. Mais c'est pas, voilà, ça a pas de. C'est magnifique. Tu sais qu'il vaut mieux créer son auto-entreprise que d'être au chômage aujourd'hui, quoi.
Et apprendre à entreprendre avec l'auto-entrepreneur, c'est une force pour l'avenir. Beaucoup, 15 à 20%, changent de statut et se développent. Donc on est le poumon. En France, en Europe, et à l'international, on est 2e ou 3e, je crois. On est devant, il me semble, d'ailleurs, les États-Unis, où on est juste derrière. Enfin, je crois qu'il y a un truc de fou, et juste après la Corée du Nord. Si jamais je me foire avec Entrepreneur Engine, je ferai du stand-up. J'essaierai du moins, parce que vous n'avez pas trop rigolé quand même. Voilà. Dernière question. On se motive? Non? C'est bon? C'est bon? Ben voilà, on va vous remercier. On va remercier tous ceux qui nous ont suivis. On va remercier aussi l'école 42, Kwame et Fabienne qui nous ont permis d'être là. Et Maxime, avec qui, voilà, il n'est pas là aujourd'hui, mais on a une petite pensée pour lui. Merci à vous.